Pas avoir d'initiative. Absolument pas. Moi, j'étais un peu raté le moment où David cherchait désespérément une musique et il a fait toutes les tracks. Je pense qu'on devait être à peu près à la moitié de. Oui, clairement. Oh, je trouvais pas cette track de Yoshi, c'était horrible quoi. Mais Ah, moi, mais je peut-être dis qu'on que peut c'est faire. parce qu'il y a plusieurs versions, c'est pour ça. Ah, je vois que Sandro parle bien dans le micro, ça veut dire que t'as démarré ou bien Absolument pas. Tellement grillé, mec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tartine Mécanique number 5, numéro 5. On est déjà au 5e Tartine Mécanique. Si ça, c'est pas beau. Ça avance bien. Comme les 5 doigts de la main et puis tout ça, hein, finalement. C'est dingue. Tout à fait, oui, effectivement. Il y a quelque chose de merveilleux, comme les 5 doigts de la main, putain. Je suis David Javet, votre hôte omniscient du podcast Tartine Mécanique, grand maître de l'étalage. Je crois qu'on peut m'appeler grand maître de l'étalage. On peut tout Aussi. à fait. Ouais. Ouais. D'accord, je m'attribue C'est ce très joli. titre. D'accord. Tu peux. Et donc, à ma droite, Princesse de l'étalage. Ouais, j'avais trop envie d'être princesse de l'étalage aussi. diva de l'étalage. Diva de l'étalage. À ma droite, le messie du croissant, le curé des dynamiques, le héros de la cour d'école, le routilant Sandro. Bonjour. Comment ça va, Sandro? Mais écoute, ça va fort bien. T'as bien mangé? Mais excellemment bien. J'ai de nouveau mangé des crocodiles. Non, des. Ah, ça a marché. J'ai réussi à corrompre, Des alligators. en fait. Des alligators. Dont on parlait déjà dans le podcast numéro 4. hein, Oui. Les spécialités de la nuit de course, c'était très bon. Puisqu'on a Toujours. décidé qu'on allait être aussi un peu gastronomique dans Tartine Mécanique. C'est Ça se fait plaisir. Et à ma gauche, l'esprit des ténèbres, le bruncher monégasque, le chevaucheur de licorne, Vutraire, a.k.a. la Vutre. Ah, putain. C'est ça, c'est ta voix d'esprit des ténèbres. Ouais, voilà, elle est sortie un peu. Là, tu la réveilles et du coup, c'est parti. Comme je peux pas faire tout le podcast comme ça, sinon mes cordes vocales saignent. Ouais, littéralement. Vutraire, c'était toi ce matin qui a décidé du menu du brunch. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu nous as Alors, proposé? Tout à fait. Ben, j'étais pas encore à 100% réveillé. Du coup, j'ai erré dans les couloirs de la Migros de la COP. Je me souviens même plus, c'est pour dire. Puis quand il y avait des trucs pas chers, eh ben, en fait, je les ai pris. Hyper bien. Et puis, Hyper voilà, et bien. puis après, C'est c'était- pour ça et que puis je commence à c'était- avoir des petits gargouillements dans mon estomac. Mais j'avoue que moi aussi, peut-être qu'il y avait un truc dans le mélange des différents éléments qui C'est était pour ça qu'il n'y les avait pas de plus tresse. appropriés. Hein. Ça coûte trop cher, espèce de rat. Non, alors j'en ai pas trouvé. Ah, Il y en avait ouais. au frigo. Pourquoi vous mettez des tresses au frigo à Lausanne? On peut juste en parler parce qu'on Ça avait fait vraiment au personne frigo. met des quoi. tresses au frigo. Il y avait des tresses au frigo, j'ai vu. T'étais J'étais où sûr que j'aurais dû T'es faire allé une où, photo. mec? C'était dans la rue avec un gars un peu louche, avec un C'est peu à la Resident Evil 4. Non, mais c'était Ou un, à un de ces camions Migros là où les gens ils te font rentrer dedans puis tu. Ouais, celui où C'est tout le ça, monde non va, ouais. Ouais, 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 moi, dans je sais un pas de quoi camion, tu quoi. parles, Tu vois un ouais. camion, Ouais. tu rentres dans un camion, vite. C'était un camion avec un M quoi. Migros. Ouais. Je sais pas, j'étais pas hyper réveillé, je vous ai dit. Mais... Messieurs, ça me fait très plaisir de vous retrouver de nouveau. Alors que le soleil pointe son visage, on vient de bruncher, comme vous l'avez compris. On en reviendra peut-être à enregistrer des tartines mécaniques en soirée une prochaine fois, où on en sera plus à la bière et au vin. Mais... Ouais, j'aime bien le trip. C'est trop rare les podcasts qui enregistrent le matin au déjeuner. C'est vrai, on a nos petites voix un peu. Faudrait vraiment faire un enregistrement dès le réveil. Tout de suite, tu viens avec le micro. Exactement. Alors, podcast Parle-moi un pyjama, peu en fait. de. Ouais, un podcast. Un Oh. podcast pyjama. En mode soirée pyjama. Ah oui. Voilà. On pourrait organiser le. Ouais, c'est ça. Spéciale édition de Noël en mode pyjama party. Pyjama party. Au coin du sapin, tu Ouais, sais. c'est avec, ça. ouais. Bon, on ouvre les cadeaux. C'est des thèmes de brainstorm, les cadeaux. Messieurs, vous savez la manière dont j'aime démarrer les podcasts Tartine Mécanique. Vous vous en souvenez probablement. Vutraire, comment est-ce que j'aime démarrer les podcasts Tartine Mécanique? Avec une super intro Oh qu'on a ouais. déjà fait. Non, du coup, un brainstorm de la mort. Oui, avec un brainstorm que l'on nomme moins on en a, plus on l'étale. Donc pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, donc c'est un petit moment où on s'amuse à, enfin disons, imaginer comme ça un peu sur le vif. On se donne quand même 5 petites minutes un jeu avec ses mécaniques, ses dynamiques, ses systèmes de jeu et puis aussi son univers. Alors là, j'ai envie de faire un truc un tout petit peu spécial, mais vraiment un tout petit peu, pas trop. Hein. On va de nouveau demander à Sandro, puisque j'aime bien aussi commencer yeah. avec Sandro au mode brainstorm. On va demander à Sandro de nous brainstormer quelque chose. Mais la petite finesse de cette fois, c'est que Sandro, j'ai envie que tu ne fasses que les mécaniques et les dynamiques. Je veux que tu te concentres que sur Comme le comment fonctionnement du jeu. le mais jeu pas fonctionne du tout. et tu ne parles pas de l'univers, tu ne parles Non, pas pas du titre, d'adolescents, tu ne pas parles de- pas des personnages. C'est parfaitement Tu dans ne- mes cordes. Tu ne construis rien, tu peux à la limite quand même un tout petit peu imaginer si jamais les interfaces et autres, ça bien sûr. Bon, ça je suis appartient au... Je suis un petit peu obligé quand même pour pouvoir verbaliser
le truc Ouais. de m'appuyer sur quand même quelque chose. Je Idéalement, peux pas vous verbaliser ça en vous disant. idéalement le moins possible. Ok, j'essaye. Tu peux ça le faire, marche. mais tu essaies d'éviter de dire que tu imagines un Que c'est- univers médiéval, Voilà. un univers. Exactement. tu vois. Je Et me- puis ça c'est dans sera mes à cordes. Vutraire Oui. de- Oh, hyper bien. de s'adapter à tes mécaniques et tes dynamiques et à trouver un univers qui correspondra le mieux, enfin l'univers qui correspondra le mieux à la lisibilité de ces mécaniques. À fond. Oh mon dieu, quelle horreur. C'est parce que les gens ne voient pas le regard qui vient de me lancer. Vutraire est en train de faire en plus des petits croquis un peu pervers déjà sur en son, recherche. déjà sur en son recherche. cahier. Et ton thème, Sandro, parce que cette fois je l'ai un peu prédécidé. parce Oh que yeah. je fais aussi des fois, ton thème sera propulsion. Propulsion. Ok, Voilà. bon, bah c'est parti. Et tu as, comme d'habitude, environ, nous on va discuter un petit peu avec Vutraire. Donc toi, Vutraire, ça sera un petit peu plus à la... Ça sera un petit peu plus... voilà, il va falloir que tu penses déjà à l'univers pendant que Sandro, il Pendant qu'il explique. l'explique. Ouais, à fond. Tu n'auras pas forcément 5 minutes, toi, pour non, préparer. Quoi. Donc il faudra vraiment que tu sois un petit peu déjà en mode à essayer d'imaginer comment mettre en scène visuellement son univers. Et puis, puis l'idée, c'est aussi de mettre en valeur ce qu'il essaye de. Bien sûr, l'idée, c'est qu'il ça, faut le que... plus important, c'est le défi le plus cool. je Voilà, trouve. c'est ça. Il faut mettre en valeur, il faut qu'il y ait il faut vraiment réussir à faire en sorte qu'il y ait une lisibilité dans ces mécaniques, que les personnages que tu crées ou le visuel que tu imagines ou même l'univers que tu penses, si tu penses tout à coup, je sais pas, un univers SF ou un univers de classe d'école. Par exemple. Il faut que ça aille dans la direction de ce que lui, il a peut-être envie de faire ressentir. Donc c'est vrai que ça sera peut-être aussi à toi de demander à Sandro aussi qu'est-ce qu'il a envie de faire ressentir aux joueurs à travers ces mécaniques. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est... Mais je trouve hyper intéressant l'exercice parce que c'est vrai que même surtout quand tu commences à brainstormer, tu as peu de temps, très vite, ça aide de poser un décorum et puis c'est comme si c'était une base un peu rassurante, je trouve. Tu sais, Tu avant as de souvent, te perdre dans- souvent ce double mouvement quand tu brainstormes aussi un jeu où d'abord tu as une sorte de flash un peu visuel Tout à fait. d'un univers que tu aimerais bien te faire, puis après des fois tu calques tes mécaniques sur cet univers visuel. Et voilà, et là l'exercice c'est vraiment d'essayer de, même si Sandro peut déjà peut-être lui imaginer un univers visuel qu'il aimerait bien voir, c'est pas à lui de le décider, donc, mais c'est à toi quoi. Et après à la limite s'il en a un lui en tête, il pourra quand même nous en parler. Vutraire, je voulais juste revenir en fait très brièvement pendant qu'on a un petit moment, pendant que Sandro un petit peu à nous. il brainstorm un petit moment un petit peu à moment nous. à nous. Pour revenir peut-être sur les deux articles, puisque maintenant on a écrit donc les deux articles dont on avait fait un pari, disons, pour rappeler justement aux auditeurs, on a fait des petits jeux avec Vutraire sur les brainstorms de Sandro, et puis celui qui perdait devait imposer un jeu à l'autre et un article donc sur un coin de pixel à écrire. Et puis donc toi tu as écrit ton article sur Uncharted 4. Ouais, j'ai essayé d'écrire un puis, article. et puis moi j'ai écrit mon article sur Ashiwash, donc je trouvais cool de revenir un petit peu sur cette expérience, sur ce que ça a pu provoquer en fait de se forcer à écrire sur quelque chose qu'on n'a pas forcément sélectionné ou Ouais, à fond. sur lequel on doit justement créer quand même une réflexion. Donc bon, toi sur Uncharted t'es parti sur effectivement l'impossibilité de la critique d'un jeu aussi massif. En tout cas, l'impossibilité de ma critique, j'avoue, avec les outils que moi j'avais. Je pense qu'il y a des gens qui sont complètement capables de le faire, mais moi ça me dépasse. Enfin, il y avait un moment où j'avais pas d'emprise et puis où j'avais pas, même si je devais le faire pour le pari, tu vois, j'ai pas senti une nécessité de vouloir le faire comme je le fais pour les autres. Il y a toujours l'envie d'avoir des démarches honnêtes, tu sais. Bien sûr, ouais. Et puis du coup, je m'en suis sorti comme ça. Je pense que j'ai fait, pour avoir essayé plein de trucs avant, mais surtout sur Uncharted 4, c'était le truc qui sortait puis qui sonnait le plus juste, en fait, si tu veux, quand on le lisait. Mais ouais, c'est assez donc, amusant du coup, parce que moi je t'avais justement donné Uncharted 4 parce qu'il me semblait que j'avais plus ou moins compris que ça t'intéresserait de faire un truc dessus en fait. À fond. Parce que tu m'avais dit que tu étais en train justement d'y jouer et puis qu'il y avait 2-3 passages qui t'avaient un peu intrigué ou 2-3 trucs que tu avais trouvé intéressants et autres. Puis c'est rigolo quand tout à coup on est quand on est contraint d'une manière ou d'une autre à devoir quand même formuler quelque chose sur un jeu, surtout quand on peut pas se permettre, parce que c'est pas non plus le but d'un coin de pixel de juste faire un article, les graphismes sont beaux, l'histoire est intéressante, les personnages ils sont rigolos des le fois. jeu il se joue, quand on va à droite on va à droite, quand on va à gauche on va à gauche. Ouais, non, clairement. Puis qu'on essaye quand même plus d'avoir une approche un petit peu qui vaille la peine ou qui permette de repenser le jeu un peu différemment. C'est vrai que ça demande pour le coup de... Puis moi, disons, pour moi, peut-être j'avais cet avantage d'avoir Ashiwash, qui est vraiment ce tout petit jeu de jam que tu m'avais donné, puisqu'il y a très peu de contenu.
bah, tu es obligé pour le coup de penser au-delà du jeu. En fait. Ouais. Tu es obligé de penser, d'essayer de penser peut-être quelque chose qui correspond plus à la manière dont le jeu a été créé, à la manière dont le jeu il a été construit, dont il a été pensé et autres. Dans les circonstances et tout, etc. Ouais. Ça, je trouve hyper cool. Mais je trouve très intéressant pour le coup ton argument de dire qu'effectivement ces immenses jeux à la Uncharted ou autres sont des jeux qui sont tellement consensuels. Ils arrivent tellement bien à maîtriser l'idée, ils arrivent tellement bien à plaire un peu à tout le monde, à mettre un peu ce qu'il faut de tout, à vraiment tout un peu aplanir, qui se refusent un peu à la critique, quoi. Ouais, ça donne pas un matériel intéressant en fait Après, si, il y a des gens qui ont réussi à le faire, mais souvent ce que j'ai vu dans les critiques qui étaient les plus engagés, c'est qu'ils s'attaquaient à un point bien précis. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu occultes tout le reste, puis tu es là. Ouais, mais ça fait pas. Enfin, je veux dire, c'est pas le jeu dont tu parles pas du jeu, tu parles d'un de ces éléments hyper précis. Puis ça, je trouve que c'est une approche qui peut être intéressante, mais qui à un moment parle pas vraiment du jeu en lui-même. Ou ça peut servir à faire émerger une discussion par rapport à un truc, mais ça parle pas d'Uncharted vraiment. Est-ce que c'est quand même un jeu que toi tu conseillerais aux autres à jouer? Tu penses que les autres peuvent en tirer quelque chose malgré ce que tu en as dit? Ouais, alors franchement, tout à fait. Je pense que si on aime bien. Genre de divertir, puis même moi je l'ai quand même relativement apprécié, c'est-à-dire je pense que c'est aussi une discussion qu'on avait avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a des moments où on a envie d'un jeu spécifique ou d'une expérience de jeu plutôt que d'un jeu. Et puis là Uncharted s'inscrivait parfaitement dans ce que je voulais dire. J'ai joué qu'à ces moments-là, moi je l'ai fait en 2 parties. Bien sûr, ouais. Du coup c'était genre des soirées qui étaient faites pour ça. Un samedi on va être franc, un samedi avec la gueule de bois. Ouais, bien sûr. Du coup on est un peu calé sur son canapé, on a la petite couverture, on dit allez prends-moi par la main, je veux. Moi c'est amusant, c'est là où moi il échoue pour moi en fait. Parce qu'effectivement j'ai cette même pratique de Uncharted, mais pour moi ce qui était séduisant pour moi dans l'Uncharted, c'était que c'est comme une sorte de soirée cinéma un peu prolongée où tu peux démarrer le Uncharted 2 à 6h30 de l'après-midi, puis tu le termines à 4h du matin ou un truc dans le genre, mais tu vas vraiment te coucher avec ce truc, tu sais, d'avoir vécu une aventure complète. Puis le fait qu'il se la soit joué un petit peu à la Last of Us, avec un truc qui dure quand même entre 20 et 25 heures, je trouve que là, par contre, on est plus face à des longueurs, des lenteurs, de la répétition et autres. Et ça casse un peu ce côté, justement, très consumériste qui fonctionnait hyper bien avec les Uncharted 2 et 3, et puis le 1 aussi, mais qui était encore plus court, quoi. Mais donc pour ça a un petit peu moins donc ça, bien ils l'ont marché cassé, sur moi. Je trouve qu'ils m'ont enlevé. Ça fait un petit peu diva justement, mais ils m'ont enlevé mon petit plaisir. Mais et puis je trouve qu'il est hyper logique. Puis moi, je suis parti aussi au début dans l'idée de le consommer comme ça. Et puis finalement, je me suis retrouvé incapable. Du coup, c'était chaque fois des sessions. Ça a dû être 4 sessions, mais toujours relativement longues, parce que tu as cette envie. Je sais pas, un peu boulimique d'une certaine manière. Oui, ça se consomme, quoi. Ouais, voilà. Ça doit se consommer. Mais par contre, il y avait effectivement dans un endroit, je savais que non, je pourrais pas le finir. Mais j'avoue que chaque fois que ça a été construit, c'était pas genre 1 heure pour me faire plaisir, non. C'était quand il fallait un peu se goinfrer, tu vois, de traits, qu'il y ait des shotguns et des liades, et puis des super catchphrases de la mort. Super, merci Butraire. En tout cas, c'est super d'avoir joué le jeu pour le coup pour l'article, quoi. On verra bien. N'hésitez pas à nous redire, donc, chers auditeurs, si vous avez bien aimé ces petites histoires de Paris. Allez peut-être lire les articles pour voir ce que vous en pensez. On verra bien si on refait ça à l'avenir. On a donc des discussions aussi à l'interne dans un coin de Pixel. Si on ose se forcer à écrire on essaye d'éviter de se forcer à écrire sur les choses, en fait. Mais c'est intéressant de voir ce que ça peut donner pour le coup. Oui, et puis l'idée c'est aussi parce que en fait. J'aurais certainement jamais écrit sur Uncharted si j'avais pas perdu le pari, finalement. La même manière que moi, j'aurais jamais écrit sur Ashiwash. Et puis j'ai appris des choses en écrivant sur Uncharted aussi, sur ma manière d'écrire et puis sur qu'est-ce qui me donne envie de parler dans le jeu en général. Ça m'a aussi. Je pense que toi, du coup, t'aurais jamais écrit sur Ashiwash. Est-ce que je peux me tromper si je te l'avais jamais? Voilà. Jamais. Puis du coup, je pense que d'une certaine manière, c'est cool. Moi, j'aime bien ce côté exploration. Oui. Non, c'est vrai que il y a tout un côté improvisation. Faut tout à coup, il y a un vrai côté challenge, c'est-à-dire tout à coup, faut se dire, ok, il me l'a donné. Ok, il faut que j'aille essayer de le surprendre parce qu'il y a tout aussi un truc. Essayer de surprendre l'autre, puis pas partir dans de l'évident. Parce qu'effectivement, si on est en mode, on a reçu le jeu gratuitement, on a reçu le jeu par Sony ou je sais pas quoi, puis voilà, il faut juste en faire une critique en mettant une note au graphisme ou une note à la jouabilité ou autre. Disons là, on peut le faire un peu sur n'importe quel jeu, quoi. Le challenge est quand même plus court, quoi.
Mais même, je pense que, juste pour clore ce truc, c'est aussi ça sous-tend un truc que je trouvais important quand tu fais du jeu. Ouais. C'est ce principe de la curiosité, tu sais. Puis de oui. laisser se perdre, Ouais. de se perdre dans des environnements qui nous sont complètement inconnus. Puis même si on n'aime pas, savoir pourquoi on n'aime pas, etc. Puis Ouais. je trouve que ça Ouais. faisait un peu écho Je à suis ça, d'accord. moi. Ouais. Ça, je trouvais que c'était quand même un Moi, truc qu'il faut souligner. Je suis pour. Enfin, très souvent, je dis d'ailleurs, j'aime les jeux qui ont des failles. Ouais, à J'aime fond. j'aime les jeux qui ont des fragilités, qui sont pas parfaits, où on voit aussi un peu toutes les problématiques lors du développement qui apparaissent, des jeux qui sont fragmentaires ou des jeux qui tentent des choses mais qui n'y arrivent pas parfaitement et autres. Bah, même chose aussi pour le cinéma. Enfin, je trouve que il y a quelque chose de réellement intéressant à apprendre quand on arrive à voir un peu aussi les ficelles derrière l'objet, on arrive à voir aussi la sensibilité, les problèmes et autres. Un produit qui est trop parfaitement construit. Moi, c'est plat, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve. Ouais. Ou alors c'est effectivement c'est le 2-3% des gens qui arrivent vraiment à faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Et puis là, on peut effectivement en discuter, quoi. Ouais. Nous sommes à 9 minutes. Ah ben voilà. Est-ce qu'on s'est un peu étalé? Est-ce qu'on s'est... Est-ce que je m'appelle galère, pas la princesse de l'étalage pour rien? Ouais, T'es en galère. Vraiment dur. Non, ouais. t'as C'est besoin vraiment- d'encore 5 minutes? Tu veux qu'on te donne encore 5 minutes? On peut continuer à discuter avec Vutraire si tu as Ouais, besoin on de plus peut. de temps. Je crois que les auditeurs vont pas nous en vouloir. Ils Si vous me préfèrent, laissez encore 2 entendre un bon minutes. pitch. Ouais, on va ils préfèrent essayer. entendre Mais un bon pitch que- dans ces conditions, c'est pas facile, mais on en parlera C'est après. vrai? Ouais. Pense memory. Je vais penser à ça. Ouais. C'est une excellente idée. Tu veux encore 5 minutes alors, Sandro? Ouais, je veux bien encore 2-3 minutes en tout cas. Ok. Bon, ben, si jamais vous pourrez nous insulter sur Facebook ou sur Twitter si vous jugez que c'est absolument scandaleux qu'on ait donné 5 minutes de plus à Sandro. On se le permet, on est foufou. On verra bien d'ailleurs pourquoi il a eu autant de mal que ça. Hein. Mais c'est étonnant parce que Propulsion, Ouais. quand tu le dis, ça fait le thème de Jam hyper cool. Ah oui, en fait. oui, Ça oui. fait vraiment le thème de Jam où tu peux aller dans plein de trucs. Mais bon, après, moi, j'imagine quelque chose. Tu vois, Mais quand je pense à un thème, j'imagine quelque chose. Et puis, Ouais. du coup, je suis pas forcément dans la tête de l'autre. Alors, écoute, Vutraire, prenons ces 5 minutes supplémentaires Go. pour. Tu sais que j'aime bien aussi qu'on discute, qu'on essaye d'imaginer Ouais. un jeu qui permet de faire certaines choses. Donc, la dernière fois, on a parlé du jeu qui nous met dans une situation érotique. Ah oui, On c'est a vrai. parlé du jeu qui permet de se pardonner après une dispute. Je trouvais rigolo maintenant qu'on essaye de réfléchir. Qu'est-ce qui, selon toi, serait un jeu idéal pour en apprendre plus sur l'autre, pour apprendre à se connaître? Imagine, tu es dans une situation, tout à coup, tu te retrouves dans une pièce ou dans une salle où tu connais pas du tout la personne qui est à côté de toi. Quel serait le jeu, selon toi, idéal pour en apprendre plus sur l'autre? C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne personne, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un avec qui tu aimerais aller boire une bière après, ou j'en sais rien. Waouh, c'est hyper Donc cool. un jeu qui serait révélateur de la personnalité de l'autre, tu vois. Puis on imagine que la personne, elle est obligée de jouer les deux. On est obligé de jouer à Ou alors, soit un tu jeu, peux l'observer pendant qu'il tu peux joue, l'observer, tu vois, soit c'est un jeu à deux, effectivement. On peut très vite imaginer du compétitif, et puis déjà, tu arrives à savoir si l'autre c'est un bon joueur. Exactement. Ou, tu vois, Puis s'il a l'esprit de compétition. Si c'est un mauvais tu perdant, vois. s'il a l'esprit de compétition. Mais est-ce que ça te permet vraiment de savoir si c'est une. Enfin, tu vois, Moi, j'ai on trop apprend envie de te vraiment. dire un truc méga cucu, mais. Ah. Et puis voilà. Mais je pense que quel que soit le type de jeu, tu peux déjà apprendre énormément de choses sur les personnes, la manière Effectivement, c'est assez comme cool. elles s'y investissent, comme c'est méga cucu, mais je t'avoue que là, dit comme ça, sinon après il y a l'idée différente de quel jeu moi je choisirais Ouais. pour en apprendre un maximum, un peu genre Ouais, le jeu le plus rentable, tu sais, genre pour voilà, gagner du c'est temps, ça, pour ouais, percer, c'est ça un peu pour percer l'idée. tes mystères. Est-ce que c'est quelqu'un hyper de bien, tu sais, même si on revient Ouais. à quelque chose de basique? Est-ce que c'est Ouais, quelqu'un là, qui du qui est coup- mauvais, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est. Ouais, j'ai envie. Ouais. Il y en a un que j'aime bien, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est Life is Strange, quoi. Ouais. Aussi parce qu'il est facile d'accès, puis on comprend très rapidement comment il se joue, etc. Ouais. Puis les enjeux qu'il tient, donc t'as pas le biais si la personne n'est pas un très bon joueur. Bien sûr, ouais. Tu vois, de la forme. Donc de ce côté-là, il me paraît hyper efficace. Pour l'avoir vu, avoir incité des gens qui sont pas forcément des joueurs à y jouer, c'était hyper drôle après d'avoir leur ressenti et puis d'apprendre des trucs par rapport à ça. Donc, Ok. pour le moment, le premier qui me vient à l'esprit, j'avoue, c'est celui-là. Mais toi, je pense que Puis donc, non, je trouve la proposition de Life is Strange fonctionne très bien à mon avis, effectivement, parce que tout à coup, on verra les décisions que prend l'autre. Aussi, s'il décide de revenir en arrière, tu en apprendras aussi si Exactement, par ouais. exemple, c'est plus quelqu'un qui a envie de parcourir l'histoire. Une fois qu'il a fait son choix, il continue dans cette direction-là, ou s'il revient en arrière, il teste les différents choix, Voilà, il puis prend il est du temps. méticuleux. Voilà, ouais. est-ce qu'il est méticuleux ou pas? Puis tu as aussi plein de moments clés dont on va peut-être pas forcément parler précisément. Ouais, ici pour ouais, pas non, non mais plus trop effectivement, spoiler, des mots mais qui parlent à ce sont des moments valeurs. clés Ouais, qui ouais. parlent à des valeurs, qui parlent à des positionnements presque même des
fois politiques. C'est très radical. Il y a des trucs qui sont bien tranchés en plus, c'est ça qui est assez cool, je trouve. Ouais, effectivement, je pense que oui, mais alors c'est vrai que dans la direction de tous ces jeux où effectivement on a oui, mais les Walking Dead aussi. Voilà, les Walking Dead ou les comment l'autre il va réagir et autres. Oui, c'est vrai. Je pense, puis en jeu coopératif, on pourrait imaginer, mais en fait, la grande partie des jeux coopératifs vont en apprendre aussi pas mal sur la manière dont l'autre il réagit. Même si on peut imaginer aussi quelqu'un qui joue de manière très. Bon, c'est aussi en apprendre quelque chose sur l'autre, mais quelqu'un qui joue de manière. Tu sais, des fois, il y a des gens qui jouent de manière très non émotionnelle. Tu sais. Ils se contentent juste de jouer. Tu sais, on a ça des fois en festival où vraiment ils. Avec beaucoup de recul, on a pas envie de voir ça. Il y a une sorte de feedback émotionnel sur le. En fait, les jeux veulent rester dehors, genre pour pouvoir les analyser au mieux, tu sais, comme si tu voulais pas. Puis c'est drôle, alors que c'est pas. La protection et autres. Ce qui est drôle, je trouve que c'est justement le moyen le moins efficace pour tester un jeu, parce qu'il y a ce truc qui est hyper bien, où le but c'est de quand même pouvoir jouer et être pris, tu sais, dans ce qui a été pensé par les intentions du développeur, mais en même temps savoir sortir de soi-même pour en même temps comprendre ses émotions. Cette espèce de moment où tu te dédoubles, où il y a une partie de toi qui se laisse avoir par le jeu, si tu me permets l'expression, enfin qui vit l'expérience sans pouvoir analytique qui déshumanise, enfin pas déshumanise, mais tu vois, et puis tout en étant capable quand même de se décomposer, et puis d'avoir un jugement par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais du coup, le fait d'être complètement froid, en fait, je pense pas que c'est une bonne idée parce que tu casses le truc. On en parlait hier, typiquement, en parlant vraiment de jeux de rôle sur table. Puisqu'on parlait hier de jeux de rôle sur table. Effectivement, tu as toujours ce positionnement qui est très intéressant entre le personnage qu'on interprète. On imagine, par exemple, je sais pas, on joue un appel de Cthulhu, on joue un surfeur crétin de 17 ans, je sais pas quoi, qui s'intéresse que au surf et autres. Et puis après, on sera peut-être un joueur d'une quarantaine d'années qui a déjà 30 ans de jeu de rôle derrière lui, qui sait comment ça fonctionne, comment les scénarios de l'appel de Cthulhu sont écrits, il sait qu'il va y avoir du surnaturel, il sait qu'il va falloir aller à la bibliothèque pour aller faire des recherches sur tel personnage de la ville ou je sais pas quoi. Et puis qu'en gros, on est toujours systématiquement dans cette espèce de double tension entre le joueur qui sait ce qu'il doit faire, mais son personnage probablement ne va jamais le faire, ou alors il doit attendre une sorte de déclencheur pour que son personnage puisse enfin peut-être de le faire, qu'il puisse être capable de le faire. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de mal à prendre cette espèce de distance, où au final ils se contentent de prendre juste un investigateur. Enfin, c'est pour ça aussi que des fois on parle d'investigateur, où c'est juste un détective, puis comme ça leur justifie d'y aller à fond dans le côté je connais le jeu et puis je le craque, quoi, je l'optimise, donc je vais à la mairie aller checker. C'est drôle parce que ça devient plus l'idée de vouloir jouer le rôle en lui-même, ça devient dessous, c'est de vouloir gagner. C'est ça. Et je trouve oui, mais après c'est différentes manières d'apprendre, et le jeu de rôle, on est d'accord, et puis typiquement, par rapport à cette question que je t'ai posée, le jeu de rôle, tu apprends énormément. Mais oui, à fond. Dans le jeu de rôle sur Absolument. table, il y a quelque chose aussi de très. Oh là là, Sandro est. On l'a jamais vu comme ça. Bon, on peut y aller. Désespoir complet. C'était quoi? C'était ce qu'on a mangé avant, tu peux le dire. Non, ce qui est très difficile, c'est le fait de pas avoir le droit de thématiser, en fait, parce que normalement tu fais un aller-retour en fait sans arrêt. Constant. Et là, le problème c'est que comme t'as pas le droit de thématiser, et du coup il y a pas de il y a pas d'alimentation à ton idée en fait. Je comprends, ouais. C'est-à-dire du coup t'es pas alimenté, donc c'est à faire rapidement, c'est très difficile. Mais tu peux. Ah d'accord, c'est intéressant. Je pense que c'est pour ça qu'on est un peu dans l'expérimental. Avec du temps, je pense c'est un peu différent. Ouais. Mais je trouve que là, sans s'appuyer sur un thème qui alimente et qui drive ton idée, et du coup c'est vraiment très très dur, quoi. Ok. C'est vraiment très très dur. Parce qu'il faut être très fort sur mécanique, sur des et sans compter comme ça le thème m'inspire absolument pas. Donc, non mais c'est le genre de terme en fait que j'aime pas parce qu'il est tellement obvious que je déteste ce genre de truc. C'est-à-dire que t'es obligé de faire le truc évident en fait. Et ça m'énerve. C'est le genre de terme qui m'énerve. En fait. Voilà. Mais peut-être que des fois c'est bien de faire le truc évident, Sandro. Ouais, mais moi c'est créer un univers autour. Ouais, mais c'est pas voilà. Donc les deux conjugués là, j'ai vraiment galéré. Donc je vais vous exposer ce que j'ai vaguement trouvé. Essaye d'y croire quand même. Ouais, on va essayer. Moi j'y crois pour toi. On va y croire. J'ai confiance en toi. Alors, en gros, c'est deux, ça se joue à deux, ok. Chacun a une entité. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Et il y a un parcours. Des obstacles, avec des trous, avec des montées, des descentes, enfin voilà, vraiment un mini-golf, voilà, un truc genre comme un mini-golf, un parcours de mini-golf, voilà, quelque chose dans cet ordre d'idées là en fait. Et simplement que pour les déplacements,
on a les directions en fait, haut, bas, gauche, droite, en fait, comme une espèce de carte devant nous, des cartes, en fait, soumis à des cooldowns. C'est-à-dire si j'utilise haut, je vais plus pouvoir l'utiliser pendant un certain temps. Si j'utilise bas, je vais pas pouvoir l'utiliser pendant non plus 4-5 secondes ou 10 secondes, tu vois. Et du coup, je vais devoir vraiment planifier comment j'utilise mes différentes directions pour avancer sur ce parcours, soit pour franchir les obstacles, soit pour foncer dans l'adversaire, soit pour voilà, peu importe ce que j'ai envie de faire. Et la seule chose sur laquelle que je peux contrôler, c'est-à-dire une fois que j'ai choisi une direction, je peux choisir la force que je lui impute, c'est-à-dire lui dire est-ce que je tire très fort droit, est-ce que je propulse la chose très fort ou doucement ou j'essaye de rebondir, enfin voilà, un truc un peu similaire au billard si tu veux, mais simplement que les directions seraient limitées en fait à des cooldowns, et du coup tu devrais les jouer de façon intelligente par rapport à ce que fait ton adversaire pour lui bloquer le passage ou pour mais tout est en temps réel tout est les cooldowns sont en temps réel, non pour moi c'est du tour par tour, c'est-à-dire que chacun choisit son move, choisit l'intensité de son move, et ensuite on déclenche l'action. Ok, après pendant 2 actions tu pourras pas faire avant. Après voilà, exactement. Oui, c'est vrai que je parlais de cooldown, mais je me suis mélangé. Ouais. Tu as tout à fait raison. C'est plutôt au tour par tour, sans cooldown, mais c'est l'idée de voilà, pendant 1 ou 2, tu peux plus utiliser en haut, tu peux plus utiliser en bas, ou tu peux plus utiliser. Puis c'est un écran partagé. Enfin, c'est un écran partagé ou c'est un écran. Non, tout le monde joue sur le même écran. D'accord. Et c'est tous sur le même écran, tu choisis ton. Alors le problème c'est que maintenant en fait non, j'y pense maintenant, c'est pas possible. Il faudrait plutôt un truc genre notre cher ami de Air Console en Suisse aimerait beaucoup. Il faudrait un écran déporté en fait, effectivement idéalement, ou alors effectivement c'est du online où chacun joue de son côté et puis voit les actions se réaliser à la fin du tour simultanément. Pourquoi, juste pour expliquer aux auditeurs, pourquoi c'est pas possible, ce serait pas possible parce que simplement les deux verraient ce que joue l'autre comme mouvement en fait. D'accord. Si on sélectionne sur le même écran, il faut pouvoir cacher le mouvement qui est joué. Ou alors effectivement on dit haut, bas, gauche, droite sur les manettes. On met simplement les moves sur les boutons qui n'apparaissent pas à l'écran, et puis comme ça tu les fais discrètement dans ton coin. Ça serait aussi une possibilité en fait, effectivement. Et tu appuies plus ou moins longtemps pour donner la force d'impulsion. Le problème, oui, non, c'est bon, ça pourrait jouer. Et puis on est dans un système de course, c'est-à-dire où le but c'est d'arriver d'arriver le premier. Et puis sur le parcours, il y a des choses qu'on peut pousser pour par exemple activer des leviers. Alors on pourrait des pièges. J'aimerais pas trop des leviers parce qu'à ce moment-là on se rentrerait vraiment dans quelque chose de plus coopératif. Je partirais plutôt sur de l'affrontement avec plutôt des bonus soit qui permettent de réenclencher si on l'attrape le dernier coup utilisé par exemple. Ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer après, quelque chose peut-être d'agressif. Après il faut voir aussi thématiquement ce qui fait sens aussi de ce point de vue là, mais je dirais autrement de l'agressivité à la Mario Kart, quelque chose de plus les bonus, un bonus qu'attaque ou pas, mais ça c'est pas c'est vraiment je pense qu'il faut voir comment lui va cadrer, dans quelle direction il va aller au niveau thématique. Tu as le droit, après, une fois que lui il a posé sa thématique, de venir renchérir. Oui. Mais je pense du coup là ça sera hyper intéressant parce que je pense que là ça sera beaucoup plus facile bien sûr d'avancer et de rebondir sur cette idée de base. C'est pas facile Vutraire, je pense. Non, moi je me suis déjà des idées, je trouve ça cool. Ah tant mieux. Mais voilà. Ok, super. Merci Sandro. Ouais, merci. À toi Vutraire. Quel est l'univers? Peut-être qu'il y a un moment où j'ai arrêté d'écouter aussi parce que j'écrivais. J'espère que c'est pas. Mais il me semble que j'ai. Non, t'as rien loupé de faire les deux. Non, je pense pas que t'as. Mais au cas où, si tu me dis que ça a aucun sens par rapport à un truc que t'as dit puis que j'ai pas entendu, tu m'avertis quoi. Ouais, ça marche. Le premier où je suis parti, j'avais une idée, un truc un peu arcade, mais ceci parce qu'il y a un jeu comme ça. T'as même pas besoin de réfléchir en fait, toi t'es un gars, tu balances direct, c'est beau ça. Je me suis dit, il va faire son petit t'as pas entendu? Non, il a pas le droit de brainstormer. D'accord, il a pas le droit. Ouais, du coup, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai écrit un peu pendant que tu parlais, puis que si jamais il manque des trucs. Au tout début, il y avait peut-être l'idée d'une espèce de truc de flipper en fait. Avec cette idée que. Puis après, chacun joue une balle, et puis il y a l'idée qu'elle se fige dans le temps une fois qu'on a terminé son impulsion, et puis qui peut mais en fait si tu veux, comme si le plateau il se présentait comme un long plateau, comme un long flipper en fait. Il y avait quelque chose parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on comprend facilement dans l'idée. Il faut passer par des endroits, certains te font gagner du temps, certains te font aller à d'autres endroits. Moi, je pense qu'en termes de décorum on peut comprendre rapidement le fait qu'il fallait à un endroit il faut aller haut, puis qu'il y a plusieurs chemins que chacun peut amener à faire des parcours différents. Après, je me suis dit que ça jouait pas trop parce qu'on était, pour moi, dans ce que tu faisais, c'était quelque chose d'assez d'anticipation puis de puzzle. L'idée, c'est bien de comprendre la lisibilité en fait du parcours puis de faire ses choix au mieux.
si je dis pas de bêtises. Du coup, après, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à des bonhommes de neige dans un champ de mine. Oh, alors ça, tout de suite, c'est beaucoup plus chouette. Et puis, c'est le Et fait puis, il y a qu'ils l'accumulation roulent, de la neige qui Voilà. peut être intéressante. Oui. qui était marrant. Je trouvais l'idée, c'est la boule qui roule, du coup, qui devient plus grosse. Après, elle peut pas passer à certains endroits quand elle est devenue trop grosse, par exemple, ce genre de truc. Mais là, mon truc. Puis finalement, j'ai trouvé un J'aime truc bien qui ça. paraît mieux. Encore Ah, Ouais. Ok. voilà. Oh purée. 3 univers Ouais, en en une 5 minute. secondes. Mais si tu veux JTR en disant le premier c'est trop arcade, ça joue pas, donc je veux un truc moins arcade, je veux un truc plus mimi. Enfin, pour coller un peu avec pour moi ce qui était dans la tête, c'est le fait que c'est un jeu d'anticipation et de puzzle où et puis qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui dénote un peu ça. Oui. Enfin, en tout cas qui avertisse le joueur. Puis du coup, je trouvais chouette de faire un truc en fait sur le système neuronal où tu joues une idée. Puis le but c'est d'être la première à arriver dans un nœud de neurones. Maintenant j'ai le nez, je m'en souviens plus. Puis en fait que tu dois te passer comme ça dans le système nerveux. Puis ça ferait le décorum en fait. Puis du coup tu as la course, puis le premier qui arrive, il y a son idée qui prime. Et puis comme si tu simulais en fait une prise de décision, ce qui est évidemment hyper méta parce que c'est un jeu où tu dois prendre des décisions puis faire du puzzle. Et Je préfère les bonhommes de neige. ouais, Ça ok. m'étonne pas que Sandro il aille plus Je préfère côté les bonhommes de neige. neige avec les mines. Je Ok. trouve que c'est plus sexy, c'est plus fou, c'est plus. C'est vrai. Il y a un côté, puis un côté danger que j'aime bien en fait. Bah, parce l'idée que- du système neuronal, ce qui est problématique, ça va être la manière de le représenter. C'est qu'à ce moment-là, il faut que tu passes plus de temps à nous expliquer comment il va être représenté. Est-ce que c'est des impulsions électriques ou Et les des- dangers, moi j'ai aussi problème avec les Ouais. obstacles. C'est juste les dangers, ça serait problématique. On peut imaginer qu'il y ait des zones. On peut imaginer qu'il y ait des zones, par exemple, qui représentent des souvenirs qui peuvent aller à l'encontre du souvenir que toi t'es censé amener. Puis que ça peut mais du coup ça devient un peu plus compliqué. Et puis c'est moins évident que par exemple un truc plus simple avec des mines et puis des bonhommes de neige effectivement. Ouais, pour moi là on rentre dans le problème toujours de la dualité de est-ce que je mets une thématique qui est évidente, c'est-à-dire qui est facile, mais Ouais. parce que les gens vont pouvoir lire mon gameplay très facilement. Comme on dit toujours, on se moque de Mario, genre la princesse, machin et tout. Oui, bon, ok, c'est con, mais au moins tu comprends vite ce qu'il faut faire. Ou est-ce que je mets quelque chose de hyper complexe et hyper ambitieux thématiquement, mais de risque à perdre mes joueurs, parce que si en plus ça, mes mécaniques de jeu sont pas quelque chose de lambda, et ben du coup, alors là, ça y est, les gens nagent quoi. Tu demandes beaucoup aux Et, joueurs. je tu suis demandes d'accord. beaucoup en même temps. Et du coup, là, dans ce cas-là, est-ce que. Je sais pas dire. Mais comme. Ouais, le concept. Bon, déjà, le concept est foireux. Mais il est un peu bizarre et un peu. Donc, si en plus de ça, effectivement, moi, je sens un thème avec quelque chose en plus de ça, hyper. Voilà, peut-être méta, machin, mais complexe à mettre en place. Je veux dire. Je pense que là, les gens, on les perd quoi. Non, Les et puis pères, l'idée ouais. du Dit bonhomme que- de neige, il y a quelque chose de pas mal. Parce Oui. que je pense que très facilement, les gens peuvent se le représenter avec l'idée de la boule qui roule. Oui, et ça, j'aime peut être une beaucoup. pente, Oui, tu voilà. vois. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir, c'est toi qui disais David, l'idée que la neige s'accumule Ouais. et du coup la taille de ton objet change. Et le poids Et- aussi. et le du coup. poids change, Ouais. donc du coup tu dois faire avec. Dans tes impulsions, tu Et dois quand changer tu percutes l'autre, peut-être, c'est celui qui est le plus gros qui va qui faire va, le plus de qui va faire plus de dommages, dommages et renvoyer l'autre le plus loin Ouais, c'est ou quelque ça, chose ouais. comme ça. Et du coup, il y a quelque chose d'assez chouette là-dedans, je trouve, où tu peux jouer tant avec l'idée de puissance quand tu dois lancer que ça va influencer la direction aussi dans laquelle tu vas aller. Est-ce que tu vas aller au contact avec l'autre? Est-ce que tu vas éviter le contact? Est-ce qu'il y aura peut-être des obstacles? Ça me donne l'idée de dire il y a des obstacles suivant la taille que tu as sur lesquels tu peux rouler Ouais, et c'est d'autres ça. tu ne peux pas Où parce tu que dois tu es trop passer petit en ou tu dessous, dois les éviter. ouais, ouais. Et là, je trouve que Et tu peux il y a- aussi imaginer plus aussi riche, un ouais. changement avec le terrain où tu as des endroits où il y a plus de neige que d'autres. Donc tu Ouais. t'accumules plus à certains endroits qu'à d'autres. Donc peut-être les deux joueurs ils vont peut-être plus venir dans une zone parce qu'ils veulent pas devenir trop gros. Ils Voilà. veulent pas, Et donc tu as un mélange effectivement du confrontationnel où tu te percutes et puis ou de la lisibilité de terrain. On peut choisir Ouais, où puis tu t'as vas. des vraies prises de décision intéressantes sur ton Mhm. routing, quoi. Ouais. En sachant que ça influence ton personnage, et puis ça, je trouve, ouais. Ouais, dans le level C'est design, tu uses beaucoup effectivement des densités Ouais. de neige, des obstacles et peut-être des endroits, enfin des obstacles que tu peux passer selon ta taille et puis les mines en fait qui sont vraiment là pour le coup des endroits qui t'es out. Ouais. Et du coup, je pense en Ouais, mais les jouant- mines, c'est triste, on pourrait pas tout mettre des trucs qui brûlent. C'est toi genre. qui voulais des mines, non? C'est toi qui- Ouais, mais j'ai Ah, peu bah alors de du temps, coup, ça hein, serait je vais pas beaucoup plus annoncer. cool. Non, mais du coup, effectivement, ça serait beaucoup, comme tu dis, des trucs qui brûlent, qui font Mhm. fondre le bonhomme de Ouais. neige. Et du coup, ça serait plus dans l'idée du jeu. Ouais. En fait, le seul truc qui fonctionne pas très bien dans cet univers, même si je trouve que la plupart des choses marchent bien, c'est le time stop en fait.
c'est l'univers du bonhomme de neige qui roule justifie pas vraiment tout à coup le Ouais. time stop décisionnel en gros. Bon, alors du coup, Ce qui marchait mieux dans le système neuronal où t'as le. est-ce qu'à ce moment-là, il faut revenir Ou... Est-ce qu'à ce moment-là, il faut revenir sur. Mais j'avais pas l'impression que au feeling, ça sera agréable de venir sur un système de cooldown en fait. Parce que là, tu restes en temps réel, mais tu as des cooldowns. Ça, c'est tellement des trucs qu'il faut tester. Mais effectivement, dans ce cas, tu as raison. Thématiquement, ça serait mieux d'aller sur un système temps réel. Que... c'est surtout comme c'est l'exercice en fait. C'est de réussir à trouver effectivement une thématique visuelle qui permette de transmettre au mieux ce truc du stoppage, propulsion et autres. Après, moi, pour te donner quelque chose de plus large, je trouve que ça manque de décor. Et moi, je mettrais une école en fond, en fait, avec des gens. On a dit. Puis le jeu, il est en noir-blanc. Et puis t'entends des enfants qui chantent. Exactement. C'est pas des Yoshi, c'est des chœurs d'enfants. C'est vraiment l'univers de l'école, Sandro. Bon, précisons quand même que hier, tu nous as fait jouer un de tes protos de jeux de cartes. Où la thématique n'est pas l'école. C'est beau, hein. Donc, ni l'enfance, ni l'adolescence. On a ouvert le champagne. J'ai pleuré de joie. Moi, j'ai un peu honte. Hein. C'est un truc tellement banal que c'est affligeant. Mais là, la mécanique a fait que j'ai pas eu trop le choix. En fait, il fallait aller dans cette Pour les direction. auditeurs, c'est un merveilleux jeu de donjon. Oui. Voilà. On monte un donjon. Voilà. On construit un donjon. On construit un donjon. Donc un donjon avec des monstres, hein, pas. Oui. Vutraire a un titre pour ce jeu de bonhomme de neige. Je piège. Ça roule non-stop. Oh là là. Non-stop rolling. Non-stop rolling. Ah non. Alors que justement, on peut le pas faire- titre va à l'encontre parce que c'est pas non-stop. C'est ça, c'est propulsion. Ouais, ouais ça va pas. Non-stop rolling. Alors, ça roule et c'est froid. Ça roule et c'est froid, d'accord. Okay. Non, moi je suis absolument pas convaincu, mais je balance des trucs un peu parce qu'il faut. Mais c'est ça le problème quand t'as pas le temps de réflexion. Oui, de toute façon, là, on est dans un brainstorm rapide. Mais c'est roule et c'est froid, ce sera très bien. Ouais, en plus, il y a sûrement tellement des jeux de mots à faire avec froid, glace, rouler, propulsion. Enfin, je suis sûr que c'est riche. Moi, j'imagine bien un univers avec des bonhommes de neige assez badass, quoi, où c'est assez, ils sont vénères, quoi. Mais tu twistes un peu le truc. Il y a pas le côté justement mimi du bonhomme de neige. Tu sais. C'est un truc un peu juste, c'est des Wario, tu sais, c'est des. Et t'appelles ça bonhomme de neige. Bonhomme de neige, c'est chaud. Parfait. C'est bien, non? Hyper bien. C'est bien, c'est vachement bien. C'est chaud. C'est chaud, mec. Oh là là. Dès le prochain tartine mécanique, il y aura un changement concret dans les profondeurs de l'équipe. On va enfin avoir des titres en anglais qui vont envoyer. Lourd. Snowballs. Snowballs. Ouais, c'est pas mal. Snowballs avec un Z à la fin. Non, mais là, du coup, le titre hyper beau, c'est Snowballers. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas, si jamais, chers auditeurs, à nous faire vos feedbacks sur ce brainstorm. On a tenté quelque chose de nouveau. C'est assez intéressant. Pour revenir un petit peu là-dessus, tu disais justement, Sandro, que c'était un petit peu difficile de devoir vraiment construire que des mécaniques ou des dynamiques. C'est très difficile quand il n'y a pas le va-et-vient. Quand il n'y a pas le va-et-vient. Ouais. Donc on a c'est quand même vraiment... besoin... Je sais pas, je trouve qu'il y a des cas où tout d'un coup tu as une idée typique si on prend mon proto que vous avez testé hier. Oui, parce que bien sûr, moi je pensais aux jeux de plateau. Beaucoup de gens créent des jeux de plateau sans avoir d'univers, des prototypes de jeux de plateau sans du tout d'avoir d'univers en tête. Totalement, mais la différence est que du coup, je sais pas, c'est qu'on voit une mécanique qui nous interpelle, on se dit ah tiens, je le montre, ou on voit quelque chose, un schéma ou quelque chose, on se dit ah bah tiens, on pourrait jouer avec ça de cette façon-là. Et ça c'est le point de départ. Le problème étant que là on a un thème avec un mot qui fait jaillir quelque chose, comme tu disais très bien au début, de visuel, généralement, à première impulsion visuelle, et on n'a pas le droit de l'apprendre. Ouais. Donc du coup, c'est très difficile à manier en fait. Ouais. Enfin, ça, tu t'es refusé de le faire. Donc, tu t'es refusé d'imaginer un univers, même si tu nous le dis pas, tu vois. Ouais, non, j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce qu'après, je trouvais que lui, ça allait trop le limiter. C'est-à-dire que il y avait quelque chose qui était monté de genre, voilà, j'ai une intention dedans, toutes les mécaniques vont dans cette direction, et lui, qu'est-ce qu'il pourrait inventer ou crocher dessus, tu vois. Je vais l'enfermer dans quelque chose où il risque d'arriver au même résultat que moi, puis c'est pas intéressant. Il fallait que pour moi la surprise soit entière, c'est-à-dire vraiment de poser quelque chose où il y a rien. Que tu puisses être surpris par Vutraire. Voilà, exactement. Pour le coup, il nous a surpris puisqu'il nous a proposé trois directions visuelles. Disons que l'exercice est vraiment dur. Je trouverais presque. Est-ce que ce serait pas plus cool de dire on peut parler du brainstorm comme ça, mais l'autre doit l'habiller différemment?
Ah d'accord, c'est ça. Il doit proposer le réhabiller. Voilà. Ce serait le jeu du autre chose. Du autre chose, ouais. Parce que, en tout cas, bon, après peut-être à essayer dans l'autre sens aussi, voir si lui il est aussi, il rencontre ces difficultés là. Ça va peut-être être fait. Ah voilà. Qui sait si nous avons le temps. Voilà. Donc voilà. Bon, bah, du coup, mais c'était intéressant. On a passé 15 minutes à meubler avant. Hein, Mais justement, parce que c'est rigolo comme c'est tombé là-dessus, parce que tu me parlais justement avant Sandro de ce dont tu avais envie de parler dans le podcast, notamment du jeu Record. Oui. Et puis je me suis dit que ça fonctionnait assez bien, en tout cas ça ce dont tu fonctionne m'as parlé, très bien avec ce petit jeu, enfin cette nouvelle forme de brainstorm que j'avais imaginé. Donc est-ce que tu veux enchaîner peut-être sur ce que tu as à dire sur Record? C'est totalement dans le sujet, effectivement, parce que donc, j'ai eu l'occasion de pas mal jouer à Record, j'ai quasiment terminé le jeu. Et j'ai justement un feeling qui est très contrasté, comme on a vu d'ailleurs de toute la presse est à peu près dans cette situation-là. Ouais. On a entendu du pire comme du meilleur. Il y a des gens qui disent j'ai beaucoup aimé le jeu et d'autres qui ont haï. Est-ce que très brièvement tu peux peut-être nous présenter Alors Record, c'est une exclue Xbox One en fait, qui était censée être vraiment, qui a été annoncée en grande fanfare il y a 1 an et demi de l'E3. C'est juste. Ouais. Et parce que derrière on trouve une partie de l'équipe de Metroid Prime et à la tête de tout ça notre grand ami Mighty Number 9 Keiji Inafune qui est le gars qui était derrière Megaman à l'époque. Voilà, exactement, qui a sorti Mighty Number 9 cet été, et qui c'est assez bien, mais c'est marrant parce qu'alors vraiment on retrouve les mêmes. Alors, à mon avis, Record est plus réussi, mais on retrouve les mêmes caractéristiques en fait dans l'échec. Les mêmes problèmes. Les mêmes problématiques dans les deux jeux. C'est-à-dire que le jeu a un core gameplay qui est assez solide, qui est assez bien pensé. Ouais. C'est pas parfait, mais globalement, la boucle de gameplay fonctionne bien. On a envie. Donc c'est un jeu pour ceux qui connaîtraient pas, qui essaye en fait de faire une sorte de mélange d'un Metroidvania, donc avec vraiment cette idée de monde ouvert. Alors c'est en 3D, c'est représenté en 3D, avec un hub dans lequel après on part dans différents donjons, mais dans ce hub il y a plein de capacités. C'est des robots en fait qui prennent des formes différentes et qui donnent des pouvoirs différents. Il y a un robot araignée par exemple qui nous accompagne, qui nous permet de nous accrocher à des surfaces pour monter à la verticale et atteindre des endroits pas atteignables autrement. Il y a un gros singe mécanique qui permet de casser des rochers pour accéder à d'autres endroits. Enfin, classique du Metroidvania, avec l'idée en parallèle de mettre un petit peu ce qui faisait le sel d'un Megaman X par exemple, ou Megaman tout court, avec beaucoup de platforming assez précis, avec des dashs en l'air, des dashs au sol, où on peut enchaîner le dash au sol, le saut, un double saut, un redash. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très mobile et de très platformer 2D, même mis en 3D. Et sur ce point de vue-là, ils sont assez bien débrouillés. Globalement, le platforming est excellent, ça passe bien, c'est vraiment agréable à manier. Et toute la logique de combat aussi, ils ont un système de combat assez évolué avec l'idée de capturer des corps dans les robots ennemis. Ils ont une espèce de cœur qu'on peut capturer et qui va nous permettre d'évoluer nos propres robots. Mais on peut aussi détruire l'ennemi. Et quand on détruit l'ennemi, on reprend ses pièces détachées qui va nous permettre de construire des nouvelles parties pour nos robots pour les rendre plus puissants. Donc on a en permanence ce choix entre est-ce que j'absorbe le corps. Quand on absorbe le corps d'ailleurs, il y a une espèce de corde qui se tampe, il y a une espèce de truc à la jeu de pêche, en fait, très jeu de pêche en fait, qui nous prend du temps et qui nous rend vulnérables. Donc c'est aussi une prise de risque de plutôt prendre le corps. Ou est-ce que je le détruis, ça me prendra plus de temps. Par contre je peux pas killer un ennemi avant d'avoir fini sa barre de vie. Donc prendre le corps, on le tue plus vite, mais par contre on prend le risque d'être immobile pendant un moment. Et si on prend le temps de le tuer, là on peut être mobile tout le temps, mais par contre ça prend plus de temps. Et il y a vraiment ces contraintes qui sont très très bien, qui sont très agréables, qui fonctionnent bien. Dès qu'on a un combat, on se réjouit d'avoir le prochain. Mais malheureusement, tout ce qui est thématique autour, tout ce qui est la mise en forme, la partie que Vutraire a eu tout à l'heure dans le brainstorm, a dû prendre en charge tout à l'heure, est complètement ratée en fait. C'est vraiment, déjà rien que si on commence par les ennemis ont tous la même gueule. Donc ils ont une espèce de design très bizarre avec des espèces de pics un peu très hérissés comme ça. Des amas de ferraille. Des amas de ferraille hérissés. Des mauvais Transformers. Exactement, un mauvais Transformers, les Transformers modernes, effectivement, mais mauvais en plus. Et c'est vraiment. Et du coup, c'est pas lisible. Là, au début du jeu, on a l'impression qu'on se bat que contre
tous que les mêmes ennemis. Pourtant, il y a des ennemis de type loup, il y a des ennemis de type araignée, en fait, qui reprennent les types des robots qui nous accompagnent. Et c'est pour ça qu'on sait que si on tue lui, on aura des parts plutôt. Mais au début, j'ai mis je sais pas, 4-5 heures à comprendre en fait la logique, parce que je n'arrivais pas à discerner les ennemis les uns des autres. Ouais. Et ça, c'est vraiment extrêmement problématique. Mais ça s'arrête pas que là. C'est que tous la lisibilité des niveaux est mauvaise. Des fois, on sait pas exactement. En fait, on a de la peine à comprendre la logique quand on a un stage d'un Zelda, par exemple. Il y a quelque chose de très fluide dans l'indication des endroits où aller, dans la disposition du niveau pour donner des indices visuels aux joueurs. Là, il y a rien. En fait, on sent que ça a été construit par des gens qui font pas du level design. Enfin, si on prend par exemple, pour ceux qui avaient vu, j'avais mis sur Facebook un reportage sur Arkane Studio, sur Dishonored, où ils disent pour éviter ce genre de problème, ils ont toujours un tandem d'un level designer avec un l'architecture, enfin je sais pas comment ils appellent, architecte design, je sais pas, quelque chose comme ça, qui va lui créer le visuel, qui va créer le visuel et puis la cohérence visuelle du niveau. Ils travaillent en tandem sans arrêt l'un avec l'autre pour que les exigences de l'un puissent aller avec celles de l'autre et puis faire quelque chose de cohérent. Là, on sent que c'est plutôt des mecs qui justement étaient plutôt en charge du visuel. On leur a dit faites le level design quoi en gros. Et il y a une sensation que les choses n'ont pas tellement de sens d'être là. Il n'y a pas une cohérence et une lisibilité du niveau. Il y a un côté aussi un petit peu hybride de ce que j'ai pu jouer du jeu. Ils ont essayé de se la jouer justement aussi un petit peu open world avec des très grands espaces. Alors qu'en fait, on est plutôt dans un espèce de système où on se rend compte qu'on est un peu en vase clos, où on nous demande, tu as plein de petites zones où il faut sauter, utiliser tel robot pour monter dans telle zone, pour aller choper tel bonus ou des trucs dans le genre. Donc, et puis en même temps, ça a pas mal de petits donjons, c'est ça, t'as des donjons, c'est ça. C'est segmenté entre un monde ouvert avec justement ce principe. Mais qui n'est pas vraiment un monde ouvert en fait. Non, c'est vraiment très les Zelda, premiers Zelda 3D avec un univers quand même relativement limité. Puis on rentre dans des donjons, effectivement. C'est très cette structure-là. Et dans lequel le monde ouvert, nos pouvoirs permettraient d'obtenir des nouvelles parts pour les. Mais c'est. Puis après, il y a plein de choses comme le platforming. Alors, le platforming est extrêmement précis et ça, vraiment, franchement, sur un jeu en 3D comme ça, c'est très impressionnant parce que la caméra se lève toujours légèrement quand on saute pour vraiment qu'on puisse bien voir l'endroit où on va atterrir. Il y a un espèce de repère visuel. Je ne sais plus si c'est un point ou quelque chose qui nous montre clairement l'endroit où on va atterrir. Donc ça, c'est très très agréable. Par contre, il y a plein de mises en forme étranges où on sent que c'est pas il n'y avait pas de vrai level designer avec les plateformes, par exemple certaines plateformes avec des éruptions où il faut sauter au bon moment en fait, le truc assez classique. Et puis si on se prend par exemple le moment où il y a l'éruption et puis que la plateforme est haut, on tombe dans un espèce d'endroit où on rebondit. On sent que ça n'a pas été pensé en se disant alors si le joueur il tombe là, qu'est-ce qui se passe? Non, on est un peu coincé, on essaie de remonter un peu coincé entre deux plateformes. Si c'est bien joué, si on fait exactement ce que le jeu nous demande, c'est très agréable. Mais tout d'un coup, on sent que le niveau n'a pas été pensé pour quand on se rate en fait. Bien sûr, si on rate la plateforme ou si on tombe, là il y a une espèce de moment clunky où on essaye de remonter avec un double saut, mais des fois la plateforme est redescendue, elle nous coince la tête. C'est vraiment très désagréable en fait. Et c'est pour ça que le jeu, je comprends les critiques qu'il y a eu autour parce qu'il y a vraiment, il souffle sans arrêt le chaud et le froid. Il y a plein de séquences de jeu quand on arrive à jouer, quand on est bien dedans, c'est grisant, on a envie de continuer, c'est bien foutu, les sensations sont bonnes. Et 3 secondes après, il y a tous ces problèmes qui nous sautent à la gueule où on n'a pas compris quel ennemi on avait. Toi, ta solution, au-delà de tous les problèmes de lisibilité et autres, par rapport à l'univers, est-ce que ça aurait été aussi de briser un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire avec cette espèce de faux monde ouvert et puis plus de mieux contrôler le parcours du joueur puisqu'ils maîtrisent très bien justement la plateforme et puis alors à ce moment-là Moi effectivement, je suis pas sûr que l'aspect... quoique l'aspect monde ouvert est quand même relativement réussi dans cet aspect où tu as envie d'obtenir des nouveaux vaisseaux, des nouveaux pets mécaniques qui te donnent de nouvelles possibilités pour revenir, pour accéder aux endroits cachés. C'est pas la partie la plus réussie, mais ça marche. Moi, je pense simplement le gros problème, ça a été la mise en forme. C'est-à-dire, ce monde ouvert est pas sexy parce qu'il est moche, il est visuellement. Le personnage est pas les endroits qui devraient être. Il y a un moment. Il y a une espèce de grande machine dans le désert avec un creux énorme qui est censé être sur laquelle on monte très très haut, puis il y a cette espèce de vide en dessous de nous avec cette machine qui fonctionne qui devrait être hyper épique et grisant,
et en fait ça renvoie rien en fait, ça, on est dessus puis on est un peu là genre ça a pas cet aspect qu'il devrait avoir en fait où on se sent hauteur, on se sent en danger, où on sent quelque chose, c'est complètement raté. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, de ce que j'ai pu jouer aussi, on n'a pas vraiment l'impression de construire plus que ça son expérience, on a l'impression de se balader un peu dans un désert et puis on voit trop peut-être un peu les ficelles du level design qui sont un peu trop apparentes, ou tout à coup effectivement comme c'est beaucoup on a l'impression, tu disais à juste titre que c'est un peu comme un jeu de plateforme 2D en 3D. Effectivement il y a plein d'espaces 3D où on a l'impression que c'est fait un peu grossièrement, où on comprend pas très bien, il y a plein d'espèces de pods, de plateformes qui volent un petit peu dans le ciel et autres. Puis en fait, on se rend compte que ce qu'on est en train de voir, c'est une architecture de déplacement qui est demandée aux joueurs, mais qui fait pas sens. Enfin, c'est un des trucs qu'on parlait avant d'Uncharted, que quand même, faut pour le coup leur donner, c'est que c'est assez incroyable comme ils incorporent dans le décor. Alors là, c'est beaucoup plus dirigiste, mais comme ils incorporent dans le décor les déplacements sur l'architecture. Tandis que là, effectivement, dans Recore, on arrive dans une zone, on voit, ok, là, je vais devoir utiliser tel robot, je vais devoir sauter sur tel truc, sur telle plateforme. Enfin, on a vraiment l'impression effectivement d'être face à un Megaman où on voit, quand on arrive dans la zone, on voit des plateformes qui se lèvent, qui descendent. C'est posé comme. Voilà, c'est sans trop qu'on se pose la question de la vraisemblance de l'espace ou autre. C'est exactement ça. On est dans un squelette de level design, quoi. Exact. C'est vraiment sans que ce soit vraiment ça. Inclus dans un monde, en fait. Alors après, puis pareil avec des obstacles aussi. Il y a des espèces de boules qui roulent, qui viennent essayer de nous écraser, mais qui font pas. À cet endroit-là, il fallait un obstacle un peu pour gêner le joueur dans son déplacement, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on prend pour que justement ça soit cohérent par rapport à l'univers et puis surtout ça soit agréable. Comme on se rend pas compte si on peut passer par-dessus, si on peut pas passer par-dessus, s'il faut passer à côté, s'il faut. Donc on passe l'obstacle, mais on n'est pas sûr. On a cette sensation de est-ce que vraiment je devais le passer comme ça? Est-ce que il y a vraiment on sait pas s'il n'y a pas eu le temps, s'il n'y a pas eu, enfin il y a une sensation de je pense que le jeu a manqué de toute façon. Il manquait 6 mois de développement parce que rien qu'avec tout le scandale qu'on a entendu parler autour des loadings qui sont imbuvables, vraiment qui sont imbuvables, qui sont extrêmement longs. Et on a l'impression que le jeu, au bout d'un moment, a été Microsoft y a plus cru et puis a dit on le sort. Maintenant vous sortez et puis on verra bien ce que ça donne. Et d'ailleurs ils en ont pas beaucoup parlé, il y a beaucoup de monde qui le savent, c'est une exclue dont la plupart des gens, quand je dis est-ce que vous avez joué à Recore, c'est quoi Recore, et c'est une exclue, c'est quand même assez rare ce genre de cas, et je pense vraiment ils y croyaient plus et il était lancé un peu parce que je pense qu'il aurait gagné à avoir ces 6 mois de plus, ces 6 mois, une année de plus, peut-être que tous ces problèmes justement auraient été, je pense qu'il y aurait quand même eu le problème de fond. Je pense qu'ils ont un vrai problème avec la mise en forme de leur système. Je pense qu'il y a dans l'équipe Mighty No. 9 a le même problème, où il y a des bonnes idées de gameplay, mais la mise en forme ne correspond absolument pas à ce qu'ils essayent de mettre en place. Et je pense qu'il y a un problème de savoir-faire, mais de l'autre côté, il y a aussi peut-être pas mal de choses qui sont imputées au fait que le jeu est sorti beaucoup trop tôt. Il y a même des cinématiques où les persos se téléportent. Il y a c'est vraiment est-ce que tu penses, jeu et puis c'est ma dernière question par rapport à ça, parce que j'y pense maintenant, est-ce que tu penses que ça peut potentiellement aussi peut-être avoir avec le processus des fois de production? Je pense à ça et pour Recore et pour Mighty No. 9, parce que dans les deux cas, Recore, effectivement, on en a un peu entendu parler juste avec un trailer, on nous a montré un petit peu le visuel, effectivement en grande pompe à l'E3. Et puis qui était juste un trailer cinématique. Et puis Mighty No. 9, on a vu en fait dans le Kickstarter, on a vu des concept art, on a vu, donc en gros c'est comme si l'univers était déjà posé avant qu'il y ait une réelle réflexion sur qu'est-ce qu'on allait faire avec ces personnages, qu'est-ce qu'on allait faire avec cet univers, qu'est-ce qu'on allait faire avec ce monde et autres. Et puis je me demande si dans les deux cas on n'est pas face à des projets qui ont très vite justement posé leurs personnages principaux, leur univers, leur core ID, mais sans avoir posé un peu leur core gameplay très rapidement, tu vois, ou sans avoir vraiment pu tester les différentes idées. Et puis donc très vite Inafune, il a été un peu bloqué avec son visuel de Mighty No. 9, puis ils ont été bloqués avec leur visuel de Recore qui nous avait déjà montré avec ce personnage féminin, avec ses différents robots dans ce désert, quoi. Ouais, peut-être. Alors c'est marrant, moi j'ai la sensation inverse, que justement ils savaient quel jeu ils voulaient faire au niveau logique, mécanique et fonctionnement, mais que du coup dessus ils ont posé un peu un truc générique, un peu genre on met ça, quoi. Mais qu'il n'y a pas eu de vraie interrogation de se dire ok, nos mécaniques elles fonctionnent comme ça, comment est-ce que on donne corps visuellement à ça de façon intelligente et qui correspond. Moi je le perçois comme ça. Enfin dans les deux cas il y a eu probablement une rupture. Il y a une rupture, c'est clair. Évidemment. Entre ce qu'ont voulu faire les game designers et puis ce sur quoi ils devaient travailler visuellement, quoi. Le désert, toute l'idée du désertique dans Recore, je trouve assez intéressant parce qu'avant on parlait de ces espèces de squelettes de level design ou de
ce manque de lisibilité. Tu parlais d'Epic aussi, où tout à coup, tu n'es pas trop dedans. Parce qu'effectivement, tu as l'impression de te balader un peu dans une décharge, quoi, dans une décharge d'objets et autres. Puis dans une plaine un peu désertique. Donc, tu as vraiment cette idée un peu d'abandon un peu des assets où tout est un peu posé. Enfin, dans un désert, tu peux un peu poser toutes les choses n'importe comment parce que tu es comme sur une sorte de surtout que là, tu es sur une planète blanche, où tout est détruit dans la thématique. Donc, effectivement, c'est un peu le truc facile. Voilà, donc ils n'ont pas ce besoin de devoir créer une sorte de cohérence architecturale. Tu parlais de Dishonored. Dans Dishonored, ils ont vraiment l'obligation pour que le jeu il fonctionne, que leur ville elle soit vraisemblable, qu'elle fonctionne, qu'on ait envie de s'y promener, d'aller voir. Mais ce qui renvoie, et à mon avis, c'est intéressant à la question de ces créateurs qui sont sortis de Inafune et de Capcom. On a Igarashi qui est sorti de Konami. On a tous ces grands créateurs qui sont sortis. Et qu'est-ce qu'il en est-ce que justement c'est pas une problématique de ces gars qui ont l'habitude de bosser dans des grandes structures ou peut-être les endroits où ils sont le moins à l'aise? Eh ben, il y avait derrière une sorte de derrière une sorte de support là-dessus en disant non, la mise en forme vous devez la faire comme ci ou comme ça pour maintenir les standards et que eux ils étaient peut-être en retrait là-dessus et qu'aujourd'hui qu'ils sont seuls, il n'y a plus ça pour compléter que c'est pour ça que ça nous donne des jeux qui sont un peu bancal, quoi. On sent la force du créateur en question sur un point précis où on la retrouve, mais sur le reste, c'est vrai que des fois il manque. C'est flappy, quoi. Comme dans la littérature, l'éditeur qui va venir peut-être un peu tailler le roman ou tailler le bouquin, qui va vraiment mettre en avant les parties intéressantes, qui va vraiment un peu affiner le manuscrit. On sait qu'il y a des auteurs. Leurs éditeurs ont vraiment pratiquement 50% de la réussite. C'est ça, de la réussite, ou en tout cas d'à quel point ils ont retravaillé l'ouvrage. On n'est pas dans un podcast de littérature, mais effectivement, un auteur que j'aime beaucoup, un auteur américain minimaliste s'appelle Raymond Carver. C'est hyper intéressant d'aller voir dans ses premiers manuscrits de bouquins. Et on voit à quel point l'éditeur l'a amené dans la direction de ce qui a fait un peu son truc. C'est un auteur minimaliste. Donc, à la base, il écrivait effectivement des nouvelles d'une 15aine de pages. Puis son éditeur, il a dit non, tu seras hyper balèze dans le minimaliste. Et il a terminé avec des nouvelles de 2 pages, par exemple. Et c'est du génie absolu. Mais c'est parce qu'il a fallu justement que l'éditeur il vienne là au milieu puis qu'il taille un petit peu le diamant au milieu, quoi, et pour trouver aussi un petit peu son style, pour qu'il sente aussi le style un petit peu de l'auteur. Puis c'est vrai que je pense que des boîtes comme Nintendo et autres, peut-être avec Retro Studio aussi, à mon avis, ils vont quand même pas mal voir quand les gars ils font Tropical Freeze, enfin Donkey Kong Country Tropical Freeze ou peut-être même Metroid Prime. À mon avis, il y a quand même pas mal de moments d'un peu d'aller-retour où ils vont à Kyoto et puis. Et c'est la seule explication cohérente de toute façon en fait que quand on voit Nintendo, tous les studios annexes qui font des jeux pour eux, il y a une qualité qui est quasi toujours présente et élevée et qui porte la patte Nintendo, donc c'est pas un hasard. Et aussi accessoirement, contrairement là à cet exemple avec Microsoft, ils n'hésitent pas à dire c'est pas fini. Vous prenez une année de plus, quoi. C'est ça. Ou alors, sûrement dans certains cas, on laisse tomber. Voilà, c'est ça. À la place de le sortir un peu, comme ça, à la barbare. Parce qu'ils protègent leur marque. Ils protègent vraiment leur image de marque. C'est assez intéressant. On va pouvoir faire le switch. On va pouvoir faire la transition. Non, mais j'aimerais bien qu'on parle, parce que c'est quand même pour le coup une information assez importante de ce mois. Mais parlons-en brièvement, parce que pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose. On ne sait pas à quel point ça va réellement nous affecter. Mais de la Nintendo Switch. Donc, Nintendo a annoncé sa nouvelle console. Pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu le trailer de présentation de la Nintendo Switch, je vous invite à le faire maintenant pour peut-être comprendre peut-être un peu à quoi on va faire référence. Moi, ce qui m'intéresse principalement ici dans Tartine Mécanique, déjà, c'est d'avoir votre avis à tous les deux, si vous êtes un petit peu convaincus par ça ou si c'est quelque chose que vous jugez d'assez attendu, si Nintendo revient à des sources de quelque chose qu'il a déjà fait ou... on nous avait pas forcément promis le Messi, mais on s'attendait à quelque chose justement peut-être d'un peu nouveau ou pas. Ça dépend des attentes de chacun. Donc si ça va dans la direction si vous jugez que Nintendo va dans une direction intéressante, puis surtout par rapport à Tartine Mécanique, est-ce que vous pensez que dans quelle manière ça peut potentiellement influencer la manière dont les développeurs vont créer des jeux? Comment est-ce que vous imaginez par exemple le jeu qui serait parfait pour la Nintendo Switch, qui pourrait mettre le plus en avant justement ce qu'on peut faire avec? Alors, pour la Nintendo Switch, je suis tombé sur une vidéo d'un drop dans la mare qui a un peu condensé tout ce que je pensais, qu'il a explicité avec une telle clarté que je vous incite à aller la regarder. Mais en gros, ce qu'ils disent, et ce que je trouve chouette, c'est l'idée de vouloir
justement plus forcément révolutionner le jeu vidéo en termes de device, dans le sens que de rajouter des éléments avec des manettes improbables, tout ça, c'était très bien avec la Wii, puis après avec la Wii U, voilà. Hein. Et puis du coup là l'idée c'était vraiment de transformer le jeu vidéo comme un objet qui était hyper démocratisé. Puis c'est un truc qui se voit dans le trailer. Il y a vraiment cette idée de il y a des potes qui font un barbecue en face. Ouais. Je vais pas lâcher ma console, en fait je la prends avec moi puis je la partage avec les autres puis ça devient un truc qu'on peut passer comme de la musique où tu peux passer un bouquin. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment ils essayent un peu de MP3iser le jeu vidéo. Que l'objet devienne plus, enfin pas qu'il devienne plus parce qu'on est de loin plus là-dedans, mais le pousser encore plus loin dans. Il peut être avec nous tout le temps, puis il fait partie de notre quotidien plus que jamais. Puis ça suit aussi évidemment le jeu mobile qui caracole comme jamais en termes de thunes ramassées. Donc c'est aussi l'idée que les consoles, surtout la console portable, elles puissent aussi se dire c'est un objet qui peut être amené dans des conditions qu'on n'avait pas avant en fait, qu'on ne faisait pas autant facilement parce que c'était quand même c'était complexe quoi. Et du coup je pense que c'est ça en fait ce qu'ils ont vraiment envie, et puis qu'après là où ça va être compliqué c'est qu'ils leur font un line-up de jeux qui tabasse quoi, parce que tu vas pas ramener ton vieux jeu pourri dans le barbecue chez tes potes quand ils sont un peu occupés à parler d'autres choses. Faut que tu aies un truc sympa. Faut que ça tue quoi, sinon tu vas juste avoir l'air d'être un blaireau qui dit non mais arrête de ramener ton truc, c'est bon on a compris. Enfin je m'excuse, je me mets en t'imagines déjà le type qui vient d'acheter la Switch, qui est le seul parmi ses potes, puis il la ramène à toutes les soirées. Allez, t'es là, non c'est bon, on a soupé avec ton truc. Voilà, donc c'est ça qui est. Regardez, je joue à Super Mario tout seul. Ouais cool, génial, mais écoute, pourquoi tu viens avec nous avec ça Enfin peut-être que je suis un peu aigri, mais j'ai l'impression que le danger il peut être aussi là, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment des jeux qui apportent quelque chose à ce moment-là. Ce qui va être critique, ça serait une ouverture vers des jeux justement comme Towerfall, comme tout à fait. Toute cette mode du couch gaming sur PC qui est énorme, et la Switch est un support absolument idéal pour ça. Et il faut juste pas qu'il loupe ce coche. En fait, effectivement. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que je suis tout à fait d'accord avec un drop dans la mare aussi. C'est que je pense que pour moi, je vois ça comme enfin, on laisse tomber cette merde de genre je vais changer je vais vous donner des trucs pour gesticuler, etc. Vous allez voir, vous allez être trop immergé, ça va être trop bien. Et puis en fait, non, c'est pas là où on doit changer les choses. C'est justement au niveau de ce dont on parle ici, c'est au niveau du game design qu'on fait des jeux différents et c'est là que les choses se changent et c'est là qu'on fait des grandes évolutions. Après, mettre un périphérique pour gesticuler, on l'a vu, ça mène nulle part. Il y a encore des gens qui y croient avec la VR, mais je pense que justement j'aime bien Nintendo qui est dans ils sont complètement à contre-courant de Microsoft et Sony qui courent après cette VR qui sera morte dans 1 ou 2 ans comme les autres Kinect et Wiimote, enterrée, et alors que eux là je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Et je pense qu'effectivement de toute façon ça sous-tendait. Il y a quand même la Switch pose quand même une réelle question, un réel affect sur quand même le game design, sur enfin je veux dire rien qu'au niveau du nombre de boutons à disposition. Je dis si on parle vraiment que hardware, tu vois. Effectivement, on a des grosses plateformes, des grosses machines où facile un Assassin's Creed où tu vas devoir manipuler 8-10 boutons différents pour maîtriser toute ton interface et autres. Et puis la Switch va quand même dans la direction ou demande quand même aux game designers qui vont travailler dessus, si en tout cas ils veulent utiliser la séparation des manettes et autres, de travailler sur des game design qui fonctionnent à un stick et puis 2 boutons, et puis peut-être juste les 2 boutons, les 2 triggers sur le côté. Enfin ça c'est pas très clair le nombre qu'on en a une fois qu'on sépare justement J'ai l'impression que c'est moins, enfin que de toute façon c'est déjà naturellement comme ça, c'est-à-dire que chez Nintendo non, je dirais même en règle générale les jeux de couch gaming ont très peu de boutons. Ah oui, alors effectivement, si on par parle que essence, de gaming, et du coup la console, c'est pour ça que je trouve assez intelligent comme c'est fait, c'est que quand elle est regroupée en console solo, elle a autant de boutons que les autres. Bien sûr. Elle a moins de boutons quand elle part dans cette partie à plusieurs couch gaming. On joue un jeu justement parce que ça demande, quand on est plusieurs autour, de quelque chose de facile, de catchy, qu'on peut comprendre vite, qu'on peut jouer vite, et c'est là où c'est très très intelligent ce hardware, parce que il profite du fait que quand on joue seul c'est plus complexe, on a plus de boutons pour les diviser par 2 quand tu fais du couch gaming qui demande moins de... Mais du coup tu aurais des jeux qui sont pensés
que pour certaines sessions, puis quand le device il est dans un état particulier, puis que tu pourrais pas y jouer autrement. Probablement ça va aller dans cette direction. Je pense que tous les jeux ne pourront pas, enfin même le Skyrim qu'on voit dans le trailer, c'est difficile de croire qu'effectivement le type sur sa manette à 4 boutons, il est en train de jouer, enfin il a une expérience de Skyrim complète de l'interface. Il a pas tous les boutons. Si, il a tous les boutons parce que dès du moment que tu as les deux pads en main, bah, tu as tous les boutons, tu as les LR, tu as le stick. Ah oui, tu as raison. Donc il a tout. Il a tout. Donc c'est ça, c'est que tu as moins de boutons, tu divises par deux quand tu sépares en deux, tu donnes une des deux parties à quelqu'un d'autre. Tu joues à plusieurs sur le même. Mais sinon, quand tu joues seul, par défaut, tu as tous les boutons normaux d'un pad normal. Donc moi je trouve ça très malin. Je trouve ça très très malin. Et je pense que ça va pas demander tant que ça. La question va moins être qu'est-ce que vous pouvez en faire d'original. C'est juste ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais simplement qu'on a un device qui est mieux adapté à faire ce qu'on fait aujourd'hui. La crainte réelle que moi j'ai, qui est une semi-crainte, mais qui va beaucoup justement pour toutes les machines Nintendo et autres, c'est, je te prends par exemple l'exemple de la Nintendo DS où il y avait cette tech qui permettait de jouer par exemple jusqu'à 4 joueurs avec seulement une des personnes qui a la cartouche. Oui. Mais au final, tu réalises, si tu regardes justement le line-up des jeux qui te permettent de faire ça, qu'il s'agit uniquement des jeux Nintendo, comme par exemple Mario Kart ou certains autres jeux. Alors oui, tu as moins de jeux à accès, c'est normal, tu n'as pas accès à l'entier du jeu, c'est tout à fait normal, mais finalement, c'était un des grands trucs de la Nintendo DS qui avait été pas mal mis en avant, justement, ce truc de jeu à plusieurs sur une cartouche. Et qu'il n'y a que Nintendo, vraisemblablement, qui a été capable d'utiliser cette tech ou de l'exploiter dans ses jeux ou qui a eu peut-être les ressources pour pouvoir le faire parce que peut-être que ça demandait aux développeurs énormément. Puis moi, ma crainte un peu avec la Switch, c'est qu'on se retrouve justement dans un système où on a tout à coup un catalogue de jeux qui est un peu trop scindé entre ceux qui se contentent en fait d'être effectivement des simples adaptations first player que tu peux te déplacer, enfin une sorte de jeu un peu first player itinérant, et puis des jeux qui ne seront que les jeux Nintendo, peut-être, qui te permettront de justement utiliser le complet la différence que de la Switch. Ce que je vois, c'est que la DS, déjà le gros problème, il était à mon avis moins de la possibilité de le faire. Le problème, c'est que en dehors de Nintendo, le faire, c'était concéder que les gens n'avaient pas besoin d'acheter 4 jeux à bien sûr, oui, après, donc il y avait à mon avis le problème était plus là que ça demandait des efforts supplémentaires et pour perdre potentiellement des ventes de jeux sûr, donc du coup c'était problématique. T'as dit que là ce que je trouve maintenant ça va plutôt dépendre de Nintendo dans son ouverture, à mon avis c'est là ça va se jouer, c'est l'idée parce que là ils ont si tu pioches dans le catalogue Steam ils ont je sais pas 100 jeux ou s'ils disent c'est bon vous pouvez venir sur Switch, ce sont là à la sortie. Je veux dire tu prends Towerfall, tu prends Samurai Gun, tu prends tous ces jeux là, il y a rien à faire d'autre que de les mettre dessus. Ouais, ou alors il faudrait faut quand même une infrastructure, parce que ça prend quand même vite du temps. Oui, non mais d'accord. Oui, non mais ça je veux dire, mais si Nintendo a la volonté justement de dire nous on s'en occupe parce que vos jeux ils tuent et ils ont déjà fait leurs preuves et on les veut sur la, donc nous on s'occupe de vous les. S'ils arrivent à avoir à la sortie un line-up même d'une vingtaine de couch games un peu connus, s'ils ont un Duck Game, un Towerfall, un Samurai Gun et autres. Du coup il y a rien besoin d'autre qu'effectivement tout l'aspect conversion que tu dois faire de multiplateforme, mais il y a pas la plateforme est idéale pour ça. Mais il faudrait espérer que la Switch, justement, que le dev kit de la Switch soit assez hospitalier pour les indies, quoi. Ouais. Parce que tu as vite quand même des histoires assez régulièrement d'indies qui te disent qu'ils ont passé une année complète à faire juste le portage sur les grosses consoles. Quoi. Parce que les gars, ils leur demandent des trophées, parce que les gars, ils leur demandent des achievements, parce qu'il faut 5 langues différentes, parce que, enfin, tu vois quoi. Puis ça, c'est vite ton truc où ton studio ou ton équipe de dev, elle est occupée à faire que ça à 100% pendant je sais pas combien de temps, quoi. Donc c'est vrai que ça peut aussi un peu refroidir peut-être les indies. Mais oui, si la Nintendo il va à fond et puis que je suis d'accord, pour moi il faut qu'ils aillent vraiment. Il faut pas qu'ils se contentent juste de dire on a Mario Kart, quoi. C'est ça. Puis ça suffira. Parce que là, ça va être problématique. Non mais on sait qu'ils savent faire des bons couch games et tout, c'est pas le problème des doutes de Nintendo là-dessus, mais s'il y a que, voilà, ça aura de nouveau pas tellement enfin, ça sera trop limité. Il faut qu'ils fassent attention à ça. Mais après aussi tout l'aspect aussi solo que je trouve qu'on sentait déjà venir avec l'idée de la Vita et de la PS3 et de la PS4, du déporter l'écran, de la Wii U. Enfin, il y a quelque chose qui est là depuis un moment. Les jeux aussi qu'on retrouve, le Skylanders qui était sur iPad et puis aussi sur console. Et puis c'était le même jeu. Je sais pas s'il y a des interactions entre les deux, mais qu'on pouvait. Il y a cette idée du jeu qu'on peut transporter sur plein d'écrans sans arrêt partout. Et je pense que là, à mon avis, ils vont. Puis il n'y a pas encore la grande question du est-ce que c'est écran tactile ou pas. Je pense, à mon avis, qu'ils le sera pas. Parce que
je pense qu'ils doivent en termes de batterie, ils doivent être bien serrés. Il faut qu'ils fassent hyper Donc gaffe. je pense pas que. Puis je suis pas sûr qu'ils auraient envie d'arriver sur cette identité tablette. Ouais. Donc on verra. Hein, mais On verra, mais on se réjouit en tout cas. Ouais. Voilà. Merci pour votre avis, messieurs. Merci. Sandro, un thème? Un thème. Oui. Patate. Vutraire, patate. Tu sais quoi Parfait. faire. Tu sais quoi faire, tu as 5 minutes, Vutraire. Et je ne veux que des mécaniques et des dynamiques. Magnifique. Patate, c'est dur, Sandro. Ah bah je sais pas. Tu m'as stressé. tu m'as stressé, donc voilà. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Patate, on verra bien ce que Vutraire va en faire. Donc on est parti dans un mois, on n'en a plus en létal, vous l'avez compris. Et donc Vutraire va décider que des mécaniques et des dynamiques. Et puis Sandro va nous rajouter un petit univers là-dessus. Ok. Comme avant. Ça va être hyper bien. Sandro, avant on discutait avec Vutraire, on parlait de quel serait le jeu idéal pour se rencontrer, pour en apprendre plus sur quelqu'un d'autre, pour apprendre à se connaître. J'imaginais une situation où tout à coup tu te retrouves dans une chambre où tu connais pas la personne, voilà, tu la rencontres pour la première fois, tu sais pas si c'est quelqu'un de bon, si c'est quelqu'un quelqu'un de méchant, si c'est quelqu'un de vil, un bon joueur, un mauvais joueur, D'accord, mais se quelqu'un de connaître stupide, ludiquement ou se connaître personnellement? Enfin, se connaître personnellement, quoi. Okay. Et puis je posais la question justement à Vutraire, quel était selon lui le meilleur jeu justement pour rencontrer une personne, pour apprendre à connaître une personne, ça va en apprendre encore plus sur une autre personne. Et puis ça peut être soit du multijoueur, on a discuté aussi un petit peu de multijoueur, soit vraiment tu peux être assis sur le canapé à côté d'elle et puis un petit peu observer ce qu'elle fait et autres. Ben ça va être horrible, mais j'ai l'impression qu'on parle toujours du même jeu dans ce podcast. Attention, il va sortir le même. Journey. Ah non, pas Journey. Pour moi c'est Journey, parce d'accord. que clairement, et puis je l'ai beaucoup pratiqué donc, dans ce format-là. C'est-à-dire moi j'ai joué quelques fois, mais j'ai passé majorité du temps à regarder des gens y jouer. Et je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement révélateur, en tout cas de la façon dont on gère sa relation à l'autre en fait. Et c'est très de par le fait qu'il y a cette autre personne qui joue à chaque voyage, qui va elle avoir un caractère différent. Bien aussi. sûr, comment et on va de interagir, voir la personne qui est en train de jouer, comment est-ce qu'elle interagit avec il y a eu des gens que je connais, que j'ai vu jouer, qui ont par exemple c'est drôle parce que des fois j'ai l'impression que comme par hasard le jeu va grossir un trait par hasard avec le tandem qui va former avec la personne, ça va grossir certains traits de caractère. J'ai une personne qui aime pas quand qui a beaucoup de peine à laisser tomber les gens, qui a beaucoup de peine qu'à ce côté elle aime aider les gens. Elle est tombée sur quelqu'un dans le jeu qui visiblement ne savait pas où il allait, ou alors du moins il restait des fois dans des endroits sans bouger pendant un moment, et tout d'un coup il décidait de revenir en arrière. Était en train de se faire une pizza. Oui, c'est ça. Et puis tout d'un coup c'était incohérent. Et la personne jouait, et elle disait ah, mais je peux pas le laisser là. je peux pas m'en aller, elle le laissait tout seul comme ça. Ouais, c'est ça. Et tu penses à toi, tu dis il va mal me voir. C'est ça. Et il y avait quelque chose de non, je peux pas faire ça. Donc mais je dis mais avance, mais non, il faut que je regarde, je vais essayer. Alors il l'appelait, et voilà. Et à l'inverse, j'ai une autre personne qui m'a fait rire parce que c'était l'opposé. Bon, déjà je dis jamais qu'il y a que l'autre c'est quelqu'un qui joue, donc je dis pas, je laisse les gens, et au bout d'un moment il y a des questions qui viennent dans les attitudes, on se dit attends, qu'est-ce qui se passe. Et déjà la personne en question, quand elle s'est rendu compte, c'était déjà un autre qui était là, une autre personne derrière alors déjà il y a eu un espèce de mouvement de rejet, genre hey, pourquoi tu m'as pas dit moi j'ai cru que c'était la machine et tout, puis du coup elle commence à s'éloigner, et puis après une fois que c'était accepté, c'était je cherche l'autre quand je ne sais pas où passer, et quand j'ai compris où il fallait passer, je m'en vais en fait. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui jouent comme ça. C'était un comportement qui était complètement autre. Le mien par exemple, à l'inverse, ça a été vraiment, j'ai tenu vraiment à rester avec la même personne, à développer un langage avec elle, à l'attendre pour finir ensemble. Tu vas te mettre en haut du niveau, tu vas être... Voilà, exactement. Viens ici. Mais du coup, c'est un jeu qui a beaucoup de subtilité, je trouve, dans les nuances de ce que ça exprime de la personnalité de quelqu'un, et dans comment il perçoit la relation à l'autre. Je trouve qu'il est très très subtil, de par le fait qu'il y a vraiment deux humains qui interagissent, mais que via
le jeu et via le langage du jeu, ce qui fait qu'ils sont obligés de s'exprimer sur comment est-ce qu'ils se déplacent dans l'espace. Bien sûr, et comment est-ce qu'ils gèrent l'objectif. Avec comment très, est-ce qu'ils... très peu Voilà, il n'y a pas de moyen de langage où on dit mais toi, tu as envie d'aller là, ou est-ce qu'on cherche les bonus, ou est-ce que... À ce niveau-là, même si ça demande peut-être plus de temps d'observation, mais est-ce que tu penses dans cette même idée qu'un jeu de la série des Souls ou un Bloodborne peut être aussi révélateur Je pense que tout à fait, il y a aussi un petit peu de ça dedans. Moi, je les connais moins bien, c'est toi qui les connais mieux. Mais à ce que j'en ai vu et ce dans que la j'ai manière, joué... est-ce que tu envahis, est-ce que tu décides plutôt de jouer coopération, est-ce que tu... disons que ma grande tristesse, d'ailleurs, par rapport à cette série, ça a été le moment où ils ont lâché par rapport au fait de laisser les joueurs se réunir avec la personne qu'ils voulaient. Je trouve que ça fait partie des choses qu'ils auraient jamais dû lâcher, qu'ils auraient dû dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes tout le temps avec quelqu'un, vous savez pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est, vous avez aucun moyen de savoir qui c'est, et c'est comme ça, parce que effectivement on retrouve la même chose. Et je pense même à l'avenir, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus exploité. Mais ça, ils l'ont fait dans Dark Souls 3, qui est vraiment le jeu un peu consensuel, où ils ont essayé justement de l'ouvrir encore plus. Enfin voilà quoi, où ils ont qui est déjà un départ quand même pas mal de la base. Après c'est aussi bien qu'ils tentent aussi des choses différentes, mais c'est vrai que la série des Souls a toujours été très orientée autour de ce côté très journey justement entier quoi. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment on nous distribue aussi les gens, on ne sait pas comment les gens viennent à nous, comment les deux parties se connectent, quelles sont les indications qui permettent. On a un jeu suisse qui exploite ça aussi très bien, Dry. Sur bien sûr, iPhone et iPad, Ether Studio, excellent, qui a aussi la même chose, le même principe de on ne peut pas communiquer à part via le jeu, mais là c'est un jeu de puzzle et là ça fonctionne aussi dans les attitudes, il y a juste 2-3 phrases qu'on peut balancer pour essayer de faire comprendre petit à petit, ce qu'on veut faire et ça, mais le mouvement dans l'espace permet de se comprendre, et je trouve que c'est prodigieux. Enfin, moi, je trouve que c'est d'une intensité tellement plus grande. C'est effectivement un des très grands jeux suisses. Mais ce fonctionnement-là de couper la communication et de forcer la communication via les systèmes actions, de jeu, via le fonctionnement du jeu, je trouve que c'est tellement plus riche que de laisser les gens blablater de leur pizza d'hier et de à quelle heure ils se couchent. Ou ça crée quelque chose de différent. En tout cas, c'est ça. Dans World of Warcraft, ça crée un bar où les gens ils discutent un peu, ils font la pluie et le beau temps, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Mais on met, pour moi, ce qui c'est qu'en faisant ça, on outrepasse en fait ce qui fait la spécificité du jeu. En fait, le jeu, c'est dialoguons à travers les mécaniques de jeu. Et si on a envie de dialoguer normalement, il y a Skype, il y a plein d'autres moyens informatiques de dialoguer normalement. Là, je trouve qu'il y a. Donc en fait, toi, pour répondre justement à ma question sur ce truc un jeu qui te permet d'en apprendre plus sur l'autre, c'est amusant parce que Vutraire a répondu quelque chose d'un petit peu différent. Tirer vers un jeu c'est à travers la manière dont la personne utilise ses mécaniques que tu vas en apprendre sur l'autre en fait. C'est qu'est-ce qu'il en fait, comment il joue justement avec le jeu. Je pense qu'après, effectivement, comment il joue avec le jeu, puis je pense qu'après il y a certains jeux qui vont être, qui selon comme, par exemple, je pense que Journey est plus à même de me donner une certaine façon de percevoir la personne que peut-être Dark Souls, ou qui aura une autre qui va montrer quelque chose, mais qui va montrer peut-être quelque chose qui est un peu différent. Je le verrais plus là la personne dans son côté maîtrise, dans son côté perfectionnisme, dans son côté qui montre pas les mêmes choses en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que pour le créateur c'est hyper intéressant de se dire comment j'agence mon gameplay dans ce genre de cas, qu'est-ce que j'ai envie de révéler chez les gens. Je pense que c'est toute la richesse de ça. C'est quand tu crées des jeux, tu peux dire là mon objectif c'est de révéler ça ou de révéler ça. C'est ce que je disais d'ailleurs aussi avant, malheureusement tu avais déjà commencé ton brainstorm je crois quand je l'ai dit, mais ce qui est intéressant aussi peut-être dans cet exercice qu'est en train de faire Vutraire, on va bientôt s'adresser à lui puisque le temps est gentiment en train d'arriver à échéance, c'est aussi de signaler peut-être quelle émotion tu as envie de générer effectivement, qu'est-ce que tu as envie de révéler chez le joueur, ou qu'est-ce que tu as envie de, tu vois ce que je veux dire, à travers tes mécaniques. Quel est ton objectif? Est-ce que tu as envie de créer de la compétition? Est-ce que tu as envie de créer du soutien? Est-ce que tu as envie, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça peut être quelque chose aussi d'assez important. Toute l'histoire des bras dans le Journey qu'ils ont dû enlever pour justement parce qu'ils voulaient pas exprimer de confrontation. Et du coup les gens se poussaient parce qu'il y avait des bras. Et c'est toutes ces réflexions là qui font la spécificité. Qu'est-ce que tu penses que Vutraire a donné comme jeu, juste pour terminer? Qu'est-ce qu'il a donné comme jeu? Pour apprendre à connaître l'autre. Qu'est-ce qu'il a un jeu que vous avez beaucoup discuté. Life is Strange. Voilà, j'étais sûr parce qu'il m'en a pas mal parlé. Il m'en a parlé qu'il avait vu d'autres gens jouer. Même dans l'article, il en parle de ça.
Et c'est vrai que c'est un jeu, à mon avis, où tu gagnes énormément à le faire aussi à plusieurs, à deux, pour vraiment justement engager une conversation. Je suis impatient de voir si Vampire va créer quelque chose de similaire. Donc leur nouveau jeu, la Dontnod, ou ce truc où est-ce que tu peux tuer des habitants ou pas. Enfin, tu peux, voilà. Est-ce que les tensions vont de nouveau être là, ou est-ce qu'on va être dans quelque chose d'un peu plus classique lui, c'est un connard, bon, je le bute, et autres. Vutraire ? Ah merde. Je commençais à avoir un truc sympa. Bon, peut-être ça viendra pendant que je dis. Alors j'ai un peu galéré effectivement. Ça me rassure. Sandré avait raison, c'est assez difficile. Je le ferai pas à tous les podcasts alors. Mais c'est hyper intéressant, ça voit bien comme quoi. Moi je suis obligé aussi d'avoir. Enfin, je me sens obligé d'avoir des images, un truc qui est une thématique quoi. En tout cas, un moment pour rebondir. Bon bref, patate. Le produit qui m'est venu à l'esprit, c'est patate chaude. Donc un jeu en fait où c'est comme si tu es censé garder une bombe et puis t'en débarrasser au dernier moment avant qu'elle explose. Mais là du coup tu vois là c'est le début de ma réflexion, mais après j'ai enlevé cette idée de la bombe, puis j'ai trouvé sympa en fait qu'il y a 4 joueurs et chacun a un objet, et cet objet en fait le but c'est de le faire, c'est de s'en débarrasser à un moment donné, parce qu'à un moment donné il devient dangereux, et si on le tient à ce moment là on perd et on est éliminé, ou on peut perdre des points. Je suis pas allé autant loin, mais l'idée c'est plutôt de mettre une contrainte de temps. Si on imaginait que c'était une bombe, mais je l'ai pas dit parce que évidemment je peux pas non mais ouais, attends, j'explique. Oui, c'est le truc de la patate. Ouais, c'est quand même le truc de. Il y a plusieurs jeux qui disaient ça, cette idée de voilà, tu passes la bombe et tu sais pas quand elle explose. Voilà. Et le but c'est pas que c'est toi qui l'aille en fait. Exactement. Et puis que là l'idée c'est pas, il y a pas une question de temps, mais en fait ça serait imaginer que chaque personnage a un nombre de cartes, et puis ces cartes, selon quel ordre on les met, ça peut créer une combinaison et puis la combinaison en fait elle va provoquer l'explosion. Puis chacun est libre de jouer ses cartes à un moment donné pour provoquer la combinaison, mais dès que tu les joues après la combinaison c'est les 4 c'est pas du tout encore précis dans ma tête, je t'avoue, j'ai pas du tout le temps, mais en gros l'idée c'était que plutôt que ça soit un timer, c'est que les joueurs aient le choix en fait de jouer certaines cartes, et puis qu'il y ait des combinaisons qui font exploser la bombe. Et puis l'idée c'est que chacun les joue. Mais les joueurs ils savent la combinaison qui fait exploser la bombe ou pas ? Ça serait en fait, si tu veux, on pourrait imaginer qu'il y ait plus. Je l'ai pas pensé jusque là, je dois t'avouer, parce que dès qu'on en est arrivé là, enfin dès que j'en suis arrivé là, je me suis dit ça m'évoque un truc. Ouais. Dès que j'en suis arrivé là, je me suis dit ça va être hyper compliqué, j'ai pas le temps de plancher ça maintenant. Enfin il faut imaginer si elles sont face cachée, dessous, combien de cartes, le nombre de tout ça, et puis c'était beaucoup trop galère. Ouais. Alors je me suis dit ok stop. Et donc en gros à chaque fois que ça passe à un nouveau joueur, il doit jouer des cartes. On peut même imaginer que non. J'ai vraiment pas poussé le truc. Pour moi, le seul truc qui était intéressant, c'était qu'il n'y avait pas de temps, mais que c'était l'idée d'une combinaison de cartes, et puis que je pense qu'il y avait un truc qu'il fallait lire dans le jeu des gens, dans les 4 personnes, pour savoir quelle carte ils posent, puis du coup quelle autre carte ils vont pas mettre par déduction. C'est marrant, j'ai un thème qui m'a sauté à la tête. Attention. Ah ouais. C'est une thématique familiale, ça j'ai le droit, hein, c'est pas l'école. Familiale, ça t'as tout à fait le droit. Ok, c'est gentil. Je vois deux adultes et les parents, en fait les beaux-parents, les parents, enfin peu importe, une réunion familiale, tu vois, avec un bébé qui se passe entre les gens, et les gens se disputent en fait. Et justement l'idée c'est que l'intensité de la dispute va provoquer l'explosion du bébé, tu vois, enfin les cris et les pleurs du bébé en fait, et que justement il faut éviter de l'avoir dans les mains quand il se met à pleurer, parce que c'est toi qui vas devoir t'en occuper entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est un peu moche comme ça, dit comme ça. Non, c'est génial. Non, c'est parfait. Ou à l'inverse, c'est que le but c'est de l'avoir toi dans les bras pour que tu puisses te retirer de la dispute. Tu vois, en disant il pleure, je vais m'en occuper et je peux sortir de la dispute en fait. Et je pense que c'est plus sympa comme ça, parce que ça sonnait faux dans l'autre sens. L'idée m'est venue parce que l'idée d'explosion du bébé qui explose en pleurs, mais je pense qu'effectivement c'est mieux de l'utiliser dans l'autre sens, en disant je veux que ça tombe sur moi, comme ça je peux me retirer, je peux sortir de la pièce et les laisser se disputer entre eux en fait. Et, je pense puis les cartes c'est des cartes d'arguments de dispute. Peut-être je verrais comme ça, d'arguments de discussion qui la font plus ou moins enflammée. C'est-à-dire que t'as des cartes qui vont faire monter la tension et qui vont faire monter l'énervement, et du coup le bébé va la sentir et risque d'exploser, et puis d'autres qui vont calmer tout le monde et puis qui vont faire descendre le... Ouais, donc en gros tu dois jouer entre un équilibrage entre des cartes qui
te font augmenter la tension du bébé quand il est peut-être dans tes bras, si tu veux, puisque le but c'est de le faire exploser, et des cartes qui font descendre la tension quand il est dans les bras des autres. Exactement. Mais du coup, ça serait avec un nombre de points ou une jauge, tu vois, j'ai de la peine à imaginer l'espèce de seuil qu'il faut atteindre. Puis comment tu fais à ce niveau-là, on peut presque imaginer juste un jeu de cartes en fait, plutôt que d'imaginer même un jeu vidéo. En fait, ouais, je vous l'avais pas dit, mais en fait, dès le début, moi j'avais dans l'idée d'un jeu de cartes. D'accord. Je sais pas pourquoi. Bon, bah alors, jeu de cartes. tout à fait, un jeu de cartes. Ouais, tout à fait, un jeu de cartes avec un. On n'est pas du tout limité dans Tartine Mécanique à faire aussi des jeux. Je pense qu'il faudrait des cartes qui font monter la tension en temps de tour. Tu vois, en temps de tour de jeu. C'est-à-dire que chaque personne qui joue, c'est un tour de jeu. Et tu dois essayer de calculer ce que les autres risquent de jouer en ayant toujours un principe de quelle carte on a encore en main ou on n'a pas en main. Je pense que c'est bien de révéler celles qu'on a jouées puis qu'on peut les reprendre que sous certaines conditions. Et dire, ok, lui il a ça, lui il a ça. Si je joue ça, il sera obligé de jouer. Et la tension devrait être à point quand ça arrive chez moi. Tu vois. Bah, tu pourrais avoir un truc, effectivement, comme tu dis, un peu casserole à pression, où tu poses devant toi des cartes d'énervement qui vont s'activer qu'après 3 tours, mais il faut essayer après va falloir, les autres ont tous ça devant eux si tu veux, et ces trucs qui vont s'activer peut-être en même temps ou j'en sais rien, et puis il va falloir t'arranger pour avoir le bébé en main quand les cartes justement à pression elles s'activent, quoi. Tu peux m'imaginer des cartes à un moment donné qui font que hop, ta priorité sur le bébé parce que tu dois lui changer les langes ou une connerie comme ça, puis que tu peux saboter à certains moments des stratégies avec quelques cartes un peu bonus de ce côté-là. Ouais. Enfin, mais déjà après on rajoute des trucs. C'est ça, moi je partirais sur c'est pour montrer qu'il y a moyen de pouvoir étaler le truc avec le décoréum. Mais l'idée de l'univers de la dispute est cool. On retrouve le côté sombre de Sandro, familial. Ça dénonce. Fils de psy. Hein, c'est ça. Ça se passe le bébé parmi, on manipule l'enfant. Voilà, pour pouvoir sortir et s'échapper de façon inconsciente toujours. Puis ça vendrait bien auprès de tous les joueurs de jeux de société trentenaires ou quarantenaires. Ça permet peut-être aussi d'aborder des discussions pendant la partie. Exactement. Ah mais toi tu fais vachement ça. C'est ça. Ah, c'est drôle. Ouais, puis après les cartes, je pense les thématiques des cartes, grâce à cet univers, peuvent venir assez facilement. Les thématiques de la dispute, tu sais, genre parler de la belle-mère. Voilà, exactement. L'argent, le testament. C'est sans fin, quoi. Une vieille histoire, une vieille dispute. Ou l'éducation du bébé, avec les beaux-parents qui donnent leurs inputs, etc. Qui fait la vaisselle. Là, je pense qu'il peut faire des cartes assez drôles. Il faut vraiment y aller à fond dans un truc un peu comique, satirique. Là, je pense qu'il faut clairement y aller à fond, sinon c'est gênant si on comprend pas que c'est vraiment poussé. Et puis, je trouve que ça fonctionne bien aussi au niveau de la manipulation si tu as vraiment un jeton bébé. Que les gens ils se passent entre eux. Tu fais un joli jeton un peu bébé, un peu tout gentil en train de dormir, puis quand peut-être tu le retournes, tu vois, c'est le moment de l'explosion. Et puis que les gens doivent justement se shifter le bébé parmi la table. Non, je pense que ça peut pas mal nourrir l'univers. T'as un titre, Sandro? Ouh là là. J'ai rien qui me vient. Un truc avec les langes, avec le premier truc horrible qui m'a venu à la tête, c'est Baby Boom, mais tu vois. Baby Boom, Baby Boom, c'est génial. C'est hyper bien, Baby Boom. Clairement, boom, mec. C'est parti, ça. Baby Boom, alors. En plus, t'as l'allitération du double B, Baby Boom. Nickel, Baby Boom. On le retient en 2 secondes. Baby Boom. Baby Boom. Bon, super. Merci, messieurs. On va gentiment terminer le podcast ici, sur Baby Boom. Baby Boom. Comme d'habitude, écoutez, je vous propose qu'on termine juste comme un petit coup de cœur. On est assez content de ces petits coups de cœur parce qu'on a eu des gens qui sont revenus vers nous puis qui nous ont quand même dit avoir regardé 2-3 des choses qu'on leur conseillait. Vutraire, t'arrives à commencer peut-être avec ton petit coup de cœur? Alors à fond, c'est un humoriste que j'ai découvert il y a pas longtemps, français, qui s'appelle... Tout sauf du jeu vidéo. Je t'avais prévenu, je suis désolé, mais pour le moment c'est ça. Ok, d'accord. C'est une période comme ça, tu vois, où je me questionne. Non, bref. Et donc, du coup, c'est Vincent Dediane qui a fait plein d'autres trucs, mais qui a une chronique sur Quotidien, le nouveau journal de Yann Barthès qui s'est barré de Canal+. Et il a d'une fraîcheur absolument géniale, qui fait un bien fou. Et puis, il donne un spectacle le mardi, mais du coup, ça sera certainement déjà passé à Bienne. Et c'est la première fois que je prends des billets comme ça, spontanément, où j'y vais tout seul et puis j'ai trop envie de le voir, puis peu importe. Okay. Donc, c'est vraiment un grand coup de cœur. C'est quoi comme type d'humour? Tu comparais ça à quoi? Est-ce que c'est plutôt caustique? Est-ce que c'est... Il y a un mélange assez un peu absurde. Il est pas très irritant. Je crois que justement pas du tout, même si de temps en temps, il arrive à balancer quelques trucs bien salés. Mais c'est jamais désagréable. Et puis, il a quelque chose qui veut pas...
être grandiloquent en fait. Et puis je pense qu'il y a aussi son personnage, il a un petit côté Muriel Robin à un certain moment, mais avec un phrasé que je trouve plus sympa, puis moins le côté un peu comme elle peut être grande gueule et puis un peu maïtéienne, je sais pas comment tu dis, comme elle a pu être à certains moments, un peu franchouillarde, un peu massive comme ça, où c'est un peu plus subtil, et puis j'avoue que c'est cool. Voilà, c'est un coup de cœur sorti au milieu de nulle part, mais moi je ne l'explique pas vraiment. Mais voilà. Super, merci Vitraire. Sandro? Mon micro marche pas. Oh purée, j'ai un problème avec le câble du micro. Voilà, désolé. On avait perdu Sandro un moment. On a perdu Sandro un moment. À un moment, t'es devenu tout transparent. C'est ça. Ton micro, il marchait plus, on ne voyait plus. Ouais, c'est ça, il a glitché Sandro à un moment. Alors, moi, Battle Right, vraiment sur PC, une découverte, j'aurais pas pensé aimer autant. C'est vraiment, alors pour dire ce que c'est, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est du 2v2 en arène avec une vue de dessus, un peu comme un MOBA en fait. Mais au final, on aurait tendance à le comparer à un MOBA, mais il n'y a pas toute la partie farming, item, enfin tout ça. C'est uniquement concentré sur le combat. Dans des petites arènes en 2 contre 2 ou en 3 contre 3, et les personnages se manipulent quand même avec les touches WASD du clavier et la souris pour viser, donc il y a quand même une bonne dose de skill avec bien sûr des pouvoirs qui sont au nombre de 4-5. Et c'est rigolo parce que le jeu fait plus penser à un jeu de baston au final, dans le feeling, où il y a vraiment une précision des coups, un timing à avoir. En fait, il y a toute cette génération de jeux de baston qui veut se simplifier pour essayer d'éviter les manips trop complexes. Et je trouve que Battle Right met exactement là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manip pour faire les coups spéciaux, on appuie juste sur un bouton. La seule contrainte, c'est les cooldowns, en fait. Il n'y a même pas de mana ou rien du tout, c'est que chaque coup est soumis à un cooldown, donc il faut y faire attention. Il y a des versions EX des coups qui coûtent un morceau de la barre, parce qu'il y a une espèce de barre de spécial qui se remplit comme dans un jeu de baston. À force de taper, la barre se remplit et on a un super coup qu'on peut déclencher dès que la barre est pleine, mais on peut aussi morceler la barre comme dans un jeu de combat pour utiliser des coups EX, et c'est vraiment hyper agréable, vraiment très très agréable à jouer. Les persos sont très variés parce que les mecs avaient déjà un jeu avant qui s'appelait Bloodline Champions, sur lequel ils ont vraiment formé des types de persos très variés, assez équilibrés. Le jeu est d'un point de vue de son gameplay extrêmement propre déjà, alors que le jeu est censé sortir dans 6 mois, donc c'est un early access. Et il est vraiment, et les mecs qu'on interviewe le disent, ils veulent avant tout, avant de passer dans l'esthétique, dans les menus, dans les fonctionnalités de replay ou toutes ces choses là, eux avant tout ils veulent que le jeu soit ultra solide d'un point de vue gameplay. Ça se sent, c'est vraiment, déjà le jeu est hyper agréable, même le matchmaking est très bien foutu, même s'il y en a qui se plaignent. Je trouve que pour un jeu qui sort dans 6 mois, les combats sont bien tendus, vraiment on a toujours vraiment une intensité qui est très forte. Donc voilà quoi, j'ai calé en un mois une 50-60 d'heures, donc c'est vraiment voilà, je suis vraiment tombé dedans, et je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas eu, je pense depuis Splatoon, que j'avais pas eu un jeu qui m'avait autant plu d'un point de vue. C'est un UCDP, un coin de pixel best 2016 contender quoi. Totalement très loin. Ouais, il sera peut-être dans le top 3 quoi. Il sera même quasi donc on a sûr déjà Fury et Battle Right. On a déjà Fury et Battle Right, effectivement. C'est bien parti. Peut-être un petit Final Fantasy 15, Sandro? Bah évidemment, rien que pour les voitures volantes. Et le pique-nique. Le camping, mec. Merci Sandro. Alors, Battle Right. Allez regarder, quoi. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais en tout cas, ça fait envie à chaque fois que tu en parles. Et c'est vrai que tu nous en parles depuis un bon moment. Oui. Donc, justement, moi, je vais pas. Alors, moi, mon petit coup de cœur, je vais peut-être pas parler de Persona 5 que je suis en train justement de faire. Quel vantard. Mais je vais peut-être attendre qu'il sorte. Moi, je parle japonais. Je vais peut-être attendre qu'il sorte ici, puis peut-être on va peut-être un petit peu plus en parler dans un prochain podcast. À la fin, c'est son père, mais non. Mais non, alors mon coup de cœur, c'est un jeu que toi tu m'as conseillé justement, Sandro, et puis que vraiment c'est vraiment mon gros coup de cœur. Donc quand je ne jouais pas à Persona 5 et que j'étais dans les transports, je jouais à ce jeu. Donc c'est Bullet Hell Monday, qui est un jeu gratuit sur iPhone.
enfin même sur smartphone en général, qui a été fait par un développeur indépendant japonais qui s'appelle Masayuki Ito, qui est donc un jeu de bullet hell, donc un shoot 'em up vertical, en vue verticale. Très à la, justement, ça fait penser à tous ces jeux japonais avec des barrières de tir, des patterns qu'il faut éviter, qu'il faut apprendre et autres. Mais vraiment, ce que j'aime énormément dans celui-là, c'est comment ils ont. Bon, déjà, c'est extrêmement bien fait, c'est très lisible, très très clair. Enfin, on voit qu'il y a vraiment toute la tradition du shoot 'em up japonais derrière. Les patterns sont intéressants, il y a de la variété, les ennemis sont très très différents. Enfin. En plus, on ajoute à ça la manipulation qui se fait justement au doigt sur l'écran. Donc, on peut être vraiment extrêmement précis. Bon, il faut quand même se mettre dans une position quand même. Pour certains patterns, ça peut aussi avoir un petit peu ses problèmes. Mais quand même, quand on commence à bien le maîtriser, on a vraiment ce côté très, très grisant où on slalom entre les tirs et autres. Puis vraiment, moi, ce qui à mon avis, fonctionne vraiment très, très bien pour du bullet hell. Parce que dans tous ces jeux, justement, peut-être à la Mushihime-sama ou autre, le scénario finalement devient tellement annexe, finalement on se concentre que sur les tirs, les patterns de tir, enfin vraiment le skill. Là on est vraiment dans une sorte d'essentialisation complète, autant au niveau visuel mais aussi au niveau de la manière dont on le joue, des systèmes de la pratique du bullet hell. C'est-à-dire que c'est que des espèces de... C'est comme si les stages habituels des bullet hell c'était des romans, des longs romans de 2-3 minutes de jeu, et puis là on a uniquement des séquences de jeu de 20 secondes ou de 30 secondes où très rapidement les tirs arrivent, très rapidement on est dans des situations de tension. Donc il y a vraiment comme voilà, il a décidé de créer un peu son jeu en petites missions, comme c'est un peu effectivement le modèle mobile. Ça fonctionne très bien parce qu'en fait très très vite on est immédiatement dans une situation de barrière de feu en fait. On n'est pas du tout, il n'a pas plus que ça, même s'il a fait des challenges qui permettent un peu plus de le faire, mais voilà, dans la manière dont on joue normalement au jeu, on est immédiatement, disons, dans le skill, immédiatement dans la manipulation, puis ça crée une sorte de frénésie de jeu que moi je trouve vraiment incroyable, quoi, mélangé à des patterns vraiment très bien, quoi. Pour moi c'est le Super Meat Boy du bullet hell shooter. C'est vraiment la même condensation d'un genre dans quelque chose d'extrêmement essentiel, et où on est tout de suite face à la difficulté. C'est des mini niveaux mais très difficiles où on recommence très rapidement. Je trouve qu'il y a la même sensation. Moi aussi j'adore, je trouve vraiment très bien. Et alors après le petit hic que les gens peuvent peut-être trouver, c'est qu'effectivement on est dans un modèle mobile, donc il y a tout un truc aussi où on gagne des points petit à petit qui nous permettent d'améliorer notre vaisseau. Et puis c'est vrai qu'il y a certains décors qu'on voit, si le vaisseau n'est pas plus amélioré que ça va être difficile, disons, de le terminer. C'est quand même toujours faisable. À noter qu'il a mis que dans la dernière update, il y a une microtransaction premium où on paye 3 balles pour et tout on débloque tout. Voilà, et même tous les vaisseaux sont au max, mais il le déconseille parce qu'effectivement, il a assez bien géré la montée en niveau avec la difficulté. C'est assez bien. Il y a vraiment une très belle courbe de difficulté. Oui, il y a vraiment, c'est quand même très très bien fait. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque mission, c'est des objectifs en fait. C'est pas que terminer la mission, c'est aussi des objectifs précis. Donc il t'invite aussi à jouer différemment, à utiliser tes bombes différemment, à éviter comprendre le scoring, à comprendre le scoring. Donc vraiment, moi je trouve, même en termes d'introduction de quelqu'un au genre même du bullet hell, c'est vraiment un objet qui est vraiment excellent. Messieurs, on lèche et on embrasse la tartine. Oui, faisons ça. On vous dit au revoir. Merci beaucoup de nous écouter, écouter chaque mois. Ça nous fait toujours très plaisir d'avoir vos feedbacks. Oui. On sait qu'on doit aussi modifier un peu. Enfin, on est en train de réfléchir beaucoup au podcast Tartine Mécanique. Vous verrez comment il évolue. Est-ce qu'on met de la musique? Est-ce que tout à coup on aura de la vidéo? Des images qui bougent. On s'amuse. On s'amuse à le faire évoluer, comme on vous a dit aussi dès le début. Le but, c'est aussi de se remettre aussi constamment en question et puis pas de figer forcément la forme. Sandro, qu'est-ce que tu veux faire avec la tartine? Moi, comme d'hab, je fais des bisous. Tu fais des bisous? Puis moi, comme d'hab, je la lèche. Mais moi je la rote quoi. Ah putain, c'est dégueulasse. Vas-y quoi, je la rote. La dernière fois tu la digérais, maintenant tu la digères mal quoi. Ouais voilà, non mais moi j'ai envie de roter là. Merci à tous et puis voilà, au prochain podcast Tartine Mécanique. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Des bisous.